Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence sur les agents littéraires en littérature jeunesse. Donc, à cette conférence sur les agents littéraires, j'avais envie d'ajouter peut-être un sous-titre. Les agents littéraires en littérature jeunesse, une aberration, une impossibilité, un espoir ou une solution au problème de rémunération des auteurs. Trois choses m'ont au départ donné l'idée de cette conférence. D'abord, c'est la tribune de Samantha Bailly, qui est auteure jeunesse et qui est dans cette salle aujourd'hui, dans le cadre des paroles d'auteur de la Charte sur Actualité. Elle y parlait du recours à son agent comme d'une démarche positive et presque salutaire pour se professionnaliser, se consacrer à l'écriture et ne pas entrer dans des conflits ou pâtir de négociations parfois difficiles avec ses éditeurs. J'ai aussi constaté, nous l'avons constaté, que de fait, de plus en plus d'auteurs parlent entre eux de l'intérêt des agents littéraires. Ils réfléchissent. On en entend de plus en plus parler au cours des salons notamment. Donc je pense que ça répond à un vrai questionnement des auteurs. Ils en parlent beaucoup, notamment pour la cession de leurs droits à l'étranger ou des produits dérivés et d'adaptation. Ça, c'est vraiment ce qu'on entend dans les salons. Et un troisième fait d'actualité, c'est en mars dernier, vous avez peut-être entendu parler de la création du premier syndicat des agents littéraires français, qui s'appelle l'Alliance des agents littéraires français, et qui montrait que les agents, et racontait effectivement que les agents se heurtaient à une forme d'hostilité quand même des éditeurs. Ils voulaient donner plus de visibilité à leur profession, pouvoir dialoguer avec les syndicats d'auteurs et d'éditeurs, avec les institutions officielles, former des agents, donc professionnaliser aussi ça, et assurer une vraie présence et une vraie connaissance du marché du livre sur l'international. Donc tous ces faits-là m'ont donné, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'organiser une conférence sur les agents littéraires, notamment en littérature jeunesse. C'est vrai qu'en France, les agents littéraires ne sont pas forcément très bien vus, ni connus. Les éditeurs ne sont pas toujours favorables à l'intermédiaire des agents. On peut lire sur le site du SNE, par exemple, traditionnellement en France, le lien entre un auteur et son éditeur est un lien direct, sans intermédiaire. L'agent, dont le rôle est précisément d'intervenir entre les deux, est encore assez peu développé, à la différence des États-Unis, où la conception du rôle éditorial est différente. Les éditeurs français sont assez hostiles à cet intermédiaire, car il crée une étape préalable à toute publication et complique les relations avec les auteurs par un trompe-l'œil financier, ne s'intéressant d'ailleurs le plus souvent qu'à ceux qui ont déjà été découverts par les éditeurs. Alors, j'ai un peu regardé ce qui avait été dit sur les agents, sur des articles de Livre Hebdo, du Monde, d'Actualité, de Libération, également par une étude du Motif de 2010, qui était vraiment consacrée, très, très poussée sur les agents littéraires. Effectivement, de façon générale, la pratique des agents reste très confidentielle en France, et c'est une particularité française, sans doute parce que le lien auteur-éditeur est un lien particulier en France, fondé sur cette union sacrée, si on peut dire, entre auteur et éditeur, mais on y reviendra. Dans tous les pays occidentaux, les agents sont devenus des acteurs vraiment incontournables maintenant des métiers du livre. Ça s'est développé en Espagne et même en Allemagne dans les 10 dernières années. Assez rapidement, les agents sont devenus des incontournables du métier du livre. Est-ce que nous, en France, ça serait finalement mieux pour nous, auteurs, que les usages, les pratiques d'agents améliorent les liens entre auteurs et éditeurs? Est-ce que les auteurs veulent de cet intermédiaire dans des usages déjà bien ancrés? Est-ce que ça serait une chance pour les auteurs français d'avoir recours aux agents? Voilà, c'est vraiment des questions qui se posent aujourd'hui et qui se posent d'autant plus qu'on est quand même de plus en plus dans une grosse concentration des maisons d'édition. Donc peut-être moins dans des liens de fidélité sur le long terme entre auteurs et éditeurs. On a une multiplication des exploitations possibles des textes aujourd'hui avec le numérique et le multimédia qui fait que ces questions-là se posent de plus en plus. Alors moi, j'avais vraiment envie, pour répondre à ces questions, parce que finalement, se questionner sur les agents littéraires, c'est se questionner sur tout le marché de livres. Réfléchir au rôle de l'agent, ça nous interroge sur le statut de l'auteur, sur nos droits, sur nos besoins, sur notre besoin aussi de professionnalisation et sur notre responsabilisation individuelle et collective dans notre rôle d'écrivain.
En littérature jeunesse, où les pourcentages sont plus faibles encore qu'ailleurs, ce questionnement est d'autant plus crucial. Est-ce que l'intermédiaire d'un agent littéraire pourrait nous aider à modifier une pratique et faire évoluer des usages vers des pourcentages qui nous semblent plus normaux et plus justes? Voilà, c'est des questions qu'on se pose tous. Je pense que c'est intéressant pour y répondre d'avoir les expériences, les témoignages et les avis de différents représentants de ce monde du livre jeunesse qui sont directement concernés par des liens avec des agents, à savoir une éditrice, un agent et une auteure, un écrivain. J'avoue avoir eu du mal à trouver un auteur pour cette conférence parce que les auteurs qui, en jeunesse notamment, font usage d'un agent se comptent sur les doigts de la main. Il y a Suzy Morgenstern, qui est américaine, qui a un agent, mais comme par hasard, elle est américaine. Il y a Antoine Doll, qui a un agent. Samantha Bailly, son agent est là. Karina Rosenfeld, mais elle a travaillé justement en anglais avec une auteure anglaise et depuis, elle a un agent. Et donc Marie Pavlenko, notre première invitée, qui a aussi un agent, mais parce qu'elle vient du scénario. Donc elle a un agent, Lisa Riff. Marie Pavlenko, donc je vais vous présenter nos trois invités. Donc Marie Pavlenko est journaliste au départ, de presse écrite, elle l'a été pendant 15 ans. Elle a sorti sa première BD en 2010, son premier scénario de cinéma aussi en 2010. Et son premier roman, le livre de Saskia, a été publié en 2011. Et elle est aujourd'hui, en même temps que romancière jeunesse et ado, young adulte et adulte, chroniqueuse jeunesse pour Le Monde. On respire. L'intro est bientôt finie. Donc à mes côtés, Eva Greenspan, qui, après plusieurs années dans l'édition multimédia et scolaire, travaille depuis 12 ans chez Nathan Jeunesse. Elle est directrice éditoriale de la fiction, quand même. Elle a contribué beaucoup au développement de la littérature jeunesse et de la littérature jeunes adultes chez Nathan. On lui doit notamment Divergente. Et publie régulièrement des auteurs étrangers comme des auteurs français. Et donc, bien entourés, nous avons David Camus. David Camus qui, donc, après avoir longtemps travaillé dans l'édition comme directeur de collection, chez Pocket Science-Fiction, Pocket Terreur, Fleuve, a rejoint l'agence Anna Jarota en tant qu'agent littéraire chargé des littératures de genre. Il est par ailleurs auteur et traducteur et enseigne les littératures de l'imaginaire à l'université de Censier-Paris 3. Comme il gère notamment les livres de Samantha Bailly, qui est auteur jeunesse, je pense qu'il a une bonne connaissance des liens avec les éditeurs jeunesse, ce qui nous intéresse, nous, forcément. Donc, fin d'introduction. Donc, voilà, je peux respirer. Donc on va commencer évidemment par les basiques parce que c'est un métier fort peu connu. C'était d'ailleurs un des objectifs de la création de l'Alliance des agents l'année dernière. C'est que finalement on connaît très peu le statut de ce métier. Est-ce qu'il y a un statut juridique de l'agent? Est-ce que ça fonctionne avec une licence, comme dans le monde artistique? Quel type de contrat relie l'auteur à son agent? Qu'est-ce qu'un mandat? Donc là, forcément, je me tourne vers David, qui, je pense, pourra donner les réponses les plus précises à ces questions. Oui, alors bonsoir. Alors, quelles sont les questions exactement? Alors, déjà, vraiment la question du statut juridique de l'agent littéraire. Le statut juridique, il n'y a pas de statut juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, contrairement à la profession d'agent artistique, donc pour le cinéma, les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes, si vous voulez ce soir être agent littéraire, tout ce qu'il vous faut, c'est en gros un auteur et quelques éditeurs. Voilà. Et là, après, il y a une relation qui s'engage. Alors, nous, on travaille toujours en proposant aux auteurs qu'on représente ce qu'on appelle un contrat de représentation. C'est-à-dire que l'auteur, si vous voulez, nous autorise à le représenter auprès des éditeurs. Ça veut dire à aller voir les éditeurs en son nom, trouver pour lui le meilleur éditeur possible, aux meilleures conditions possibles, bien sûr, en sachant que trouver un éditeur, on peut y arriver, ce n'est pas forcément le problème. Trouver le bon éditeur pour la bonne œuvre ou le bon éditeur pour le bon auteur, ça c'est quand même beaucoup plus difficile. Il faut savoir aussi que ça n'est jamais l'agent qui signe.
L'agent n'a pas la signature de l'auteur, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va voir les éditeurs, on leur propose des projets, et puis on espère avoir une, deux, plusieurs réponses, et on présente ces réponses au talent qu'on représente, et on lui explique, on a un devoir de conseil, si vous voulez, et un devoir évidemment de confidentialité. Et dans le devoir de conseil, on lui dit, ben voilà, écoute, on pense que pour toi, pour ce livre, ce projet, telle maison, avec telle personne, parce que c'est important aussi, c'est pas seulement la maison, c'est aussi quelle personne va au sein de la maison prendre en charge le projet. Nous, on les connaît bien, c'est notre quotidien. Cette personne, cette maison, c'est super pour ton livre. Les conditions sont les suivantes et on te recommande. Alors, on peut dire, là, ça nous paraît bien, là, ça nous paraît moins bien, il y a tel ou tel aspect positif, négatif, et on te recommande de choisir lui ou pas. Mais c'est toujours l'auteur, à la fin, de toute façon, qui signe. Ou pas. Et alors justement, comment apparaît la présence de l'agent dans le contrat entre auteur et éditeur ? Il n'apparaît pas. Enfin, l'agent n'est qu'un intermédiaire. Vous voyez, c'est-à-dire que la manière dont moi je vis mon rôle au quotidien, c'est vraiment c'est du plaisir. C'est beaucoup de plaisir. C'est pas du tout un problème. Je me vois comme je dis souvent le père de la mariée. C'est-à-dire que je fais en sorte de trouver le meilleur mari possible pour ma fille. Je veille à ce que, si vous voulez, le lit soit bien bordé, que les draps soient propres, etc., de manière à ce qu'il puisse avoir la relation la plus heureuse possible, le plus longtemps possible. C'est ça mon intérêt. Et ensuite, comme tout père de la mariée, je me retire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, là je parle uniquement en mon nom propre, un peu au nom de l'agence, mais en mon nom propre. Je ne veux pas parler pour toutes les agences. Il ne faut jamais oublier qu'il y a autant de différences entre les agences littéraires qu'il y en a entre les maisons d'édition. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'agent type, il n'y a pas d'agence type, il n'y a pas de maison d'édition type. Pareil pour les individus au sein d'une même agence, on peut avoir une certaine politique. Je sais que l'agence Anna Jarota où je travaille, on pratique le métier d'une certaine manière. Je pourrais rentrer dans les détails tout à l'heure si ça vous amuse. Je sais aussi comment moi je pratique ce métier, mais à aucun moment, même si j'étais éditeur, même si j'adore travailler sur les textes, etc., la relation importante, si vous voulez, celle que moi je vais privilégier, la raison pour laquelle je fais ce métier, la relation importante, c'est celle qu'il va y avoir entre l'auteur et l'éditeur. Et je pense que justement parce qu'on veille au grain en quelque sorte, mais de loin, et qu'on appure un peu les questions financières, on va permettre à cette relation de pouvoir s'épanouir. Et est-ce que Marie et Eva, quand vous êtes confrontés à des agents ou quoi, vous avez eu ce sentiment-là aussi d'un père de la mariée ? Moi, je privilégierais plutôt une image de l'allié, et qui, quand on est auteur, est ultra précieuse, parce qu'en fait, je vais apprendre ça à personne, on est extrêmement solitaire, on se concentre sur une activité de création, on est sur son territoire pendant des semaines, parfois des mois, parfois pour certains des années. Et on va finalement, cette œuvre pour laquelle on a donné un peu nos tripes, c'est quand même ce qui se passe, on est seul, on est un organisme unicellulaire, on est un individu. Et on va offrir ce bébé à un organisme qui n'est pas du tout unicellulaire, qui est certes un éditeur, mais autour qui a une structure, et notamment une structure capable de négocier des choses. Voilà. Et personnellement, je n'ai jamais eu l'expérience dont parle David. Moi, j'ai eu des agents, que ce soit pour l'audiovisuel, le scénario, ou dans les rares cas auxquels j'ai été confrontée pour mes livres. C'est vraiment sur la négociation que l'agent est intervenu, parce que ça me soulageait. Faut pas oublier que la négociation, ça vient du latin, et négociare, négocier, ça veut dire faire du commerce. On parle que d'argent, on n'est pas du tout sur quelque chose d'artistique. Et c'est pas mon métier. Et de mon expérience, qui n'est pas si vaste, mais enfin bon, j'ai quand même une dizaine de bouquins avec des gens très différents, c'est souvent pas le métier de l'éditeur avec lequel je suis en contact, en prise sur le domaine artistique. Et être soulagé d'une négociation, du coup, ou en tout cas d'un territoire un peu marécageux sur lequel moi je ne suis pas experte, et généralement la personne en face non plus, puisqu'en fait elle va se référer à des juristes ou des avocats à l'intérieur de sa société, c'est un immense soulagement en fait, parce que ça évacue un parasitage qui, sur des points éventuels de tension, peuvent venir un peu ternir cette relation qui devrait pour moi
Et par rapport à ce que disait David, je sais que les auteurs américains travaillent énormément souvent sur le texte, c'est-à-dire qu'en fait ils ont quasiment un rôle ils peuvent avoir un rôle les agents américains. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc ils travaillent vraiment le texte. Ensuite ils amènent quasiment un produit fini à l'éditeur. Et c'est quelque chose qui, dans mon cas personnel, ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je crois à l'éditeur, je crois à son expertise, au binôme qu'on forme pour aller vers du meilleur. Voilà. Mais je veux me concentrer sur ce lien-là avec lui. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et c'est ce vers quoi il faudrait tendre, en fait. C'est-à-dire que, voilà, contrairement à David, et là c'est où on rejoint l'idée qu'il y a plein de pratiques d'agent littéraire. Il peut y avoir un agent littéraire qui intervient dès le départ sur le texte et qui fait le rôle de ce que font nos directeurs d'édition dans les maisons d'édition. Et puis on peut aussi, en tant qu'auteur, avoir envie de ce regard-là artistique sur nos œuvres auprès d'un agent, et on peut aussi dire non, ça je le fais avec mon éditeur. Par contre, les négociations, tout ce qui est commercial, c'est l'agent, quoi. Voilà. Par ailleurs, l'agent, il peut aussi avoir un regard plus vaste sur l'œuvre qu'on a, c'est-à-dire l'ensemble de nos livres, de nos productions, ce vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui nous constitue en tant qu'auteur. Et ça aussi, c'est précieux, c'est un petit peu notre banque d'ADN. Ça peut être aussi ce schéma-là que je trouve très intéressant. On écarte le texte, mais c'est quand même quelqu'un qui vous écoute, qui vous connaît, qui vous dit non, ça c'est pas pour toi, bon, cette maison-là, ça te conviendra pas, mais peut-être aussi, c'est ça ton projet, t'es sûr, oui, vas-y, je le sens bien. C'est un partenaire, c'est vraiment quelqu'un pour l'échange, quoi. Et donc toi, Eva, donc en tant qu'éditrice, est-ce que, pareil, quand finalement, je ne sais pas si tu as l'occasion de négocier avec des agents d'auteurs français, parce qu'on reviendra après sur la différence avec le marché américain et étranger, est-ce que tu as aussi ce sentiment-là que finalement ça peut soulager quelque chose ? Le problème, c'est qu'en jeunesse, justement, on a très peu d'agents. Donc moi, si tu me parles d'agents, je vais forcément être... Enfin, justement, c'est un petit peu ce qui manque en préambule, mais ça serait un très très long préambule. C'est quoi agent ? Et en fait, le mot agent, il veut rien dire, parce que on parle d'agent. Il y a l'agent primaire, il y a le co-agent, il y a les scouts, c'est encore autre chose. Voilà. Mais donc, en fait, ça regroupe énormément de choses. Donc, quand on parle d'agent, dans ce que dit Marie, il y a une galaxie de choses qui sont évoquées, des choses avec lesquelles je vais pouvoir être d'accord, et en même temps sur d'autres, je vais dire, en fait, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Donc moi, quand David disait « je suis le père de la mariée », je trouve que c'est une assez jolie image qui correspond, je trouve, pas mal à la situation de l'agent qui accompagne, mais là encore, je trouve que c'est vrai dans mon travail que j'ai avec les co-agents, c'est-à-dire quand on achète à l'étranger. Le travail, donc ça on reviendra après, mais c'est vrai que du coup, comme en jeunesse il y a très peu d'auteurs qui ont des agents, j'ai moins cette problématique-là, et les rares fois où je me suis retrouvée à retravailler, et donc elles sont très très rares, les rares fois où je me suis retrouvée à négocier avec des agents pour des auteurs français, en tout cas qui publient en France, effectivement ça s'est limité essentiellement à de la négociation pure et dure, de contrats, d'ailleurs tout ça en toute tranquillité, sans aucune problématique, mais j'ai envie de dire, je ne sais même pas si c'est un bon cas d'école, parce que c'est en l'occurrence pour des auteurs qui souvent sont extrêmement aguerris, donc avec qui probablement la négociation financière aurait été relativement simple, parce qu'ils connaissent le métier. Et ça... Je peux intervenir aussi ? Oui. Je voudrais dire une chose, Eva, pardon, Marie, après je te laisse parler. Pour avoir été aussi éditeur et être également auteur, et donc pour connaître un peu le milieu, j'ai été beaucoup acheteur de droit. J'ai beaucoup travaillé avec des agents avant pour pouvoir acheter des livres. L'agence d'ailleurs au sein de laquelle je travaille, ce qui est marrant, c'est que là je vends des livres pour ma chef, mais il m'est arrivé, quand j'étais éditeur, de négocier avec elle à l'achat. Et j'ai trouvé très bien d'ailleurs, mais c'était intéressant d'être en face. Ça n'est pas parce que je connais bien l'édition, bien les éditeurs, que je pense, si vous voulez, ne pas forcément avoir de problème pour trouver un éditeur, que je vais le faire bien. Je pense même, d'ailleurs, je ne dis pas que je vais le faire mal, je le ferai certainement mieux qu'un auteur seul qui ne connaît pas les pratiques du monde de l'édition, mais franchement, écoutez-moi, jamais rien ne remplacera pour un auteur, en termes de négociation, le fait de travailler avec un agent.
Parce que quoi qu'il arrive, l'agent, là, je vais vous donner, j'ai rejoint l'agent, c'est pas compliqué, en février de l'an dernier. Sur 10 mois, j'ai négocié 70 contrats. Quand j'étais auteur, je faisais 1, 2, 3 contrats par an. C'est-à-dire que l'an dernier, 70 contrats, c'est quelle expérience pour une vie d'auteur? Je veux dire, combien d'années faut-il à un auteur pour négocier 70 contrats? Moi, je l'ai fait en 10 mois. Certes, derrière, il y a beaucoup d'auteurs, de clients, on va rentrer, effectivement, je pense, comme tu le disais, Eva, il faut vraiment faire une distinction très vite entre ce qu'on appelle, nous, la représentation directe et la représentation indirecte. Je pense que c'est flou pour beaucoup de personnes, et c'est pas exactement la même chose, même si le livre est au centre. Mais, si vous voulez, l'agent, il a une vision tellement large, et tellement ancienne, tellement profonde du milieu, qu'on sait. On replace tout de suite les choses dans leur contexte. La dimension financière, elle est importante, évidemment. C'est pas la seule. Nous, ce qu'on fait, mais pourquoi je dis, on fait souvent la vaisselle sale. Moi, d'ailleurs, il se trouve que dans la vie de tous les jours, j'ai aucun problème à faire la vaisselle. Je trouve que non, mais c'est le genre de truc que généralement les gens trouvent tout à fait rébarbatif. Moi, ça me pose pas de soucis. On s'attaque à la vaisselle et puis à un moment, c'est fait. Bon, ben voilà. Là, je fais la même chose. C'est la vaisselle sale. Je prends en charge la vaisselle sale et comme ça, les auteurs que je représente, les talents que je représente en direct, vont pouvoir s'occuper du reste, si vous voulez. Et c'est vraiment ça qui m'importe, et en plus, c'est ça qui me fait plaisir. Ça, c'est très, très important. Mais cette distance-là, un auteur, même aguerri, même venant de l'édition, même éditeur, il ne pourra pas le faire. Et par ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure d'aspect financier, un contrat, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas seulement le financier, justement. Il y a les droits, les cessions de droits, pour combien de temps, comment... enfin, c'est un ovni, c'est un espèce d'objet, quand on n'est pas professionnel, qui est quand même un truc hérissé de petits piquants, et il faut y aller avec la hache pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et c'est vrai que s'appuyer sur quelqu'un qui, lui, a des yeux laser et il lit ça comme n'importe quoi, c'est très, très rassurant. Moi, je voudrais préciser justement, enfin, il y a un truc quand même à se dire, c'est que non seulement il y a plusieurs sortes d'agents, mais il y a aussi des bons agents et des mauvais agents, des bons éditeurs et des mauvais éditeurs, des bons même auteurs peut-être et des mauvais auteurs. Non mais et ça c'est pas rien. Donc moi, dans ce que disait Marie tout à l'heure, une des choses qui, en fait, le truc, c'est que tous ces métiers sont les uns avec les autres. Là, déjà, on a un agent un petit peu particulier, parce que des agents qui sont aussi traducteurs, qui sont aussi éditeurs, enfin, qui ont énormément de casquettes, et profs, et voilà. Il n'y en a pas 3000. Ensuite, ce sont des gens qui viennent de plein d'endroits différents. Mais en fait, tous ces métiers ont des conséquences les uns sur les autres. C'est-à-dire que si on se met à parler de ce qui se passe aux États-Unis, le système est complètement différent, mais pour tout. C'est-à-dire que c'est pas juste que les auteurs ont tous des agents, c'est que du coup le rôle des éditeurs est complètement différent. Et moi, quand j'entends Marie dire, effectivement, ça demande une connaissance très large pour un auteur quand il négocie un contrat. Mais ce qui peut me gêner ensuite, si l'auteur ne s'occupe pas du tout des contrats, ça me gêne tout autant qu'un éditeur ne comprenne pas ce qu'il y a dans un contrat. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Alors oui, c'est vrai, il y a des points de détail, il y a certaines choses qui nous demandent à nous, éditeurs, d'aller discuter avec des juristes. Néanmoins, pour moi, dans un choix de manuscrit, quand je discute avec un auteur, évidemment, il y a une réflexion éditoriale, littéraire, mais je trouve que ça fait aussi partie du métier d'éditeur d'avoir un regard, mais pour le bien de l'auteur, d'avoir un regard aussi du potentiel commercial d'un livre et derrière des conséquences de ce que ça représente pour un auteur. Ne serait-ce que parce que dans toute cette négociation, nous, ce sont des préoccupations régulières. Quand on veut avoir une politique auteur et faire travailler un auteur, on est aussi conscient que un auteur, il va avoir besoin de telle quantité d'argent pour vivre, juste pour vivre, pour manger. Et ça a des conséquences sur combien de livres on publie, on publie, est-ce qu'on peut en publier, sur le potentiel. Tout ça, ce sont des discussions qui, nous, éditeurs, nous permettent d'accompagner l'auteur. Donc si on enlève, si on sépare complètement l'aspect financier, effectivement, c'est pas que... Enfin, le financier, ça veut dire c'est très large, quoi, l'aspect juridique, administratif, etc. Si on sépare complètement les choses, ça veut dire aussi qu'on enlève à l'éditeur des capacités d'accompagner un auteur. Mais là encore, j'ajoute... Ensuite, ça dépend de l'agent. Quand l'agent fait bien son travail et qu'il est pédagogue avec l'auteur et En fait, ce que je trouverais dommage, ce serait d'infantiliser, entre guillemets, un auteur. L'auteur, il est responsable de son texte et de la qualité littéraire de son texte, mais il doit néanmoins aussi avoir un regard
un peu économique, ne serait-ce que pour se construire une carrière. Mais attends, juste, il l'a de fait, parce que comme on disait tout à l'heure, comme disait David, c'est jamais l'agent qui va décider. L'agent, ce qui est agréable, c'est que s'il y a, et je dis si, mais ça arrive, il ne faut pas raconter n'importe quoi, enfin je veux dire, il faut dire la vraie vérité, s'il y a des points de tension, et si les gens s'énervent, l'auteur est préservé de ça. Déjà, ça, c'est extrêmement précieux. Par ailleurs, un agent, et quand je veux dire un agent, je veux dire un bon agent, il retransmet tout ça, il a épongé tout ce qu'il peut y avoir de négatif, et il va dire, voilà, on propose ça, moi je pense que la bonne offre, c'est ça, tu peux aller jusque-là, tu fais ceci, tu fais cela. C'est le sac à dos, on en enlève les pierres, vraiment, et on garde que ce qu'il y a de bon, quoi. Effectivement, dans ce que j'ai pu voir des gens qui ont un agent, c'est quand même l'auteur qui est maître. Je pense que ça n'infantilise jamais un auteur, en fait, d'avoir un agent. Je pense qu'avoir un agent, c'est le contraire, ça le professionnalise parce qu'il a quelqu'un qui l'écoute et à qui il peut dire en direct, sans peur de conflit, parce que malgré tout, les négociations, disons-le, on en sort quand même quasiment tous exsangues, et c'est rarement simple quand on a des demandes qui dépassent ce que nous propose l'éditeur, parce qu'une négociation, c'est un éditeur qui nous propose quelque chose. Si on dit non, il y a négociation. Les négociations, c'est jamais simple, et c'est très dur pour les auteurs. Donc derrière, je pense que quand un auteur va voir un agent, il n'est absolument pas infantilisé, il est dans une démarche au contraire de professionnalisation, de dire à un agent, voilà, moi je veux 8 000 € d'avaloir sur ce roman, l'éditeur m'en a proposé 2 500, voilà, moi c'est 8 000, vas-y. Parce que moi j'ai pas envie de me battre, parce que moi j'ai pas envie, tu vois, et je pense que, ça, franchement, sur l'infantilisation, à mon avis, jamais. Au contraire, je pense. Très rapidement, je voudrais simplement là lever le voile sur la représentation directe ou indirecte, ce qu'on peut appeler agent français, agent étranger. D'ailleurs, étranger ou français, ça ne veut rien dire, parce qu'un Français, moi je suis français, je représente en direct, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, des auteurs étrangers. En direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans le cas de Samantha Bailly, je suis en relation en direct avec elle. Je travaille avec Samantha, je lis ses textes, on travaille ensemble, je les relis comme un éditeur peut les relire, on travaille en direct. Voilà, et ça je le fais avec Samantha qui est française, mais je le fais aussi avec un Suédois, un Portugais, des Anglais, des Américains. La nationalité, je dirais, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le lien que vous avez avec l'auteur et l'admiration que vous inspire son œuvre et l'affection que vous inspire sa personne. La représentation indirecte, c'est que comme l'agent, il faut bien voir une chose, surtout dans le cadre d'une agence comme la nôtre, c'est une agence internationale. Le marché, bon, je travaille en France avec Eva, tout ça, mais je suis français. Mais notre marché, il est mondial. Alors, il est absolument évident que je ne connais pas bien l'édition en Chine. C'est-à-dire, je connais très bien en France, un petit peu en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, ce que vous voulez. La Chine, je ne connais pas. Je ne vais pas, moi, aller vendre un livre en Chine en direct. Ce qui m'importe, c'est les intérêts de mes clients, les intérêts des talents que je représente. Je veux que ceci soit le mieux défendu possible. Donc, pour la Chine, par exemple, je vais travailler avec ce qu'on appelle un co-agent ou sous-agent. Et cet agent chinois, nous allons aussi d'ailleurs le représenter, taïwanais d'ailleurs en l'occurrence, nous allons également le représenter en France, et c'est ce qu'on appelle une représentation indirecte. C'est-à-dire que je vais représenter à travers lui les talents que lui représente de manière directe. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une représentation indirecte. Et il faut vraiment voir que ce maillage-là, pour les agents, c'est mondial. Les agents se parlent entre eux en permanence, se représentent les uns les autres en permanence, parce que l'édition, il ne faut jamais l'oublier, que ce soit auteur, éditeur ou agent, ce que vous voulez, il n'y a pas de prototype. Enfin, je veux dire, chaque livre est un prototype, justement. C'est toujours des relations interpersonnelles. Il faut connaître les gens, il faut connaître Marie, il faut connaître Eva. C'est un tel, un tel, un tel. On est vraiment... C'est à chaque fois des cas particuliers. Et bon, on a beau connaître... L'un des bonheurs de l'agent, je dirais, c'est que, justement, on peut rencontrer plein de gens. Ça, c'est super. On fait des tas de rencontres. Ça va avec le métier. Mais bon, je ne peux pas connaître tout le monde, et ni connaître tout le monde depuis 20 ans. En France, je connais les éditeurs, pour la plupart d'entre eux, depuis 20 ans, parfois plus. Ce n'est pas le cas pour la Chine, évidemment, ce n'est pas le cas pour l'Espagne, etc. Cette expérience-là, si vous voulez, moi, je ne peux l'avoir qu'à travers une représentation indirecte. Bon, ça, c'est une chose. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde sur le direct, indirect. Direct, c'est quand l'agent travaille en direct avec l'auteur. Indirect, c'est quand il est en relation avec l'agent de l'auteur. Il travaille sur son territoire pour le compte d'un autre agent ou d'un autre éditeur. La question des contrats, elle est cruciale parce qu'il est évident que le cœur de mon métier, le cœur, si vous voulez, le quotidien, c'est la négociation. Comme je vous disais l'an dernier, en 10 mois, c'est 71 négociations, etc. C'est la négociation.
un contrat, comment je le vois moi? Alors, j'ai négocié autrefois des contrats en tant qu'éditeur avec des auteurs. D'ailleurs, je n'ai pas négocié des contrats en tant que... Je vous dis une bêtise là, vous devriez m'arrêter. Je n'ai pas négocié des contrats avec des éditeurs en tant qu'auteur. Parce qu'en tant qu'éditeur, de certaine manière, quand j'étais directeur de collection pour Pocket ou Fleuve, j'étais comme l'agent de la maison Univers Poche. Un éditeur, de cette manière, il défend les intérêts de sa maison, il est l'agent de sa maison aussi, il est rémunéré par elle. Moi, je suis rémunéré par les auteurs, c'est pas pareil. Donc, je proposais aux auteurs avec lesquels je voulais travailler un contrat, mais enfin, j'étais une sorte de, comment dire, de passe-plat. C'est pas moi qui l'ai rédigé, le contrat. Et donc, voilà, après, je peux dire à ma direction, non, mais j'y crois vraiment, ou là, voilà, il faut améliorer un peu la valeur et les droits d'auteur. Mais si vous voulez, pareil, à valoir et droits d'auteur, parfois, ce sont des fausses pistes. Comme c'est très technique, si on parle de provision sur retour, si on parle de droit numérique, mais alors sur les recettes nettes ou sur le prix de vente hors taxe, etc., je veux dire, la plupart des auteurs sont perdus et c'est normal. C'est pas leur boulot, c'est autre chose, ce sont d'autres compétences. Donc si vous voulez, ça l'agent, lui, il connaît. Il faut voir aussi une chose, que ce dont je vous parle là, un certain nombre d'éditeurs ne connaissent pas forcément. Ils ne connaissent pas les usages. Quand je vous parle de, par exemple, si on fait un poche en direct, si je vous dis que si jamais un jour une maison d'édition vous propose de faire un livre directement en poche, la rémunération n'a pas à être divisée par 2. Vous avez l'ensemble de vos droits. Bon, enfin, toutes ces choses-là, si vous voulez, les auteurs ne savent pas. Et comment réagissent les auteurs? En fait, ils signent sans lire. Alors, et je vais vous dire une chose, vous êtes toujours responsable de ce que vous signez. Je n'ai jamais connu aucun cas d'éditeur ayant obligé un auteur à signer un contrat. Heureusement. Non, mais vous êtes à un moment donné, votre signature vous engage. C'est-à-dire qu'une certaine façon, si vous vous plaignez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et pour moi, un auteur qui signe un contrat, enfin un auteur ou peu importe, mais mettons un auteur, parce qu'on est là pour parler de ça, un auteur qui signe un contrat sans l'avoir lu, c'est l'équivalent d'une personne qui va glisser dans une urne un bulletin de vote sans savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. La même chose. Et j'aurais beau vous dire, fais-moi confiance, ce qu'il y a dans cette enveloppe, c'est bien pour toi, c'est l'enveloppe type. Non, mais c'est l'enveloppe type. Vas-y, mets-la dans l'urne. Non, mais c'est vrai. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous signez, vous faites confiance. Bon. Et alors, tu voulais encore rajouter quelque chose? Oui, une dernière chose sur l'histoire du contrat, parce que, encore une fois, là, je ne veux pas être dur avec les auteurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre responsabilité qui est engagée, et à ma connaissance, personne ne vous a jamais obligé à signer, même si je vois comment certains éditeurs peuvent obliger des auteurs à signer. On pourra en reparler. Un contrat, c'est une relation entre 2 personnes. Une personne physique, l'auteur, et une personne morale, la maison d'édition. Je pense qu'il est du devoir de chacun, et peut-être encore plus des auteurs, des artistes, de se soucier de la nature et de la qualité des relations qu'on entretient à l'autre. Alors, je veux juste ajouter un tout petit truc, puisqu'on est sur les contrats, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas très grave. Oui, c'est bien parce que sur les contrats, c'est bien parce qu'on va continuer, vas-y déjà ta remarque sur les contrats, et après on va continuer sur des points précis de contrats que peuvent négocier les agents justement. Oui, mais justement, je voulais, par rapport aux demandes des auteurs jeunesse notamment, qui se demandent si c'est possible de confier à un agent seulement, par exemple, ses droits audiovisuels ou ses droits de traduction. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça se pratique? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en France, finalement, ils commenceraient peut-être par ça. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez réussir à obtenir, par exemple, en termes de droits d'adaptation, où on est souvent sur du 50-50 en France? Qu'est-ce que les agents peuvent obtenir pour l'auteur par rapport à ce qui se pratique, etc. Est-ce que, par exemple, ça, c'est possible? Est-ce que ça arrive? Ou Eva, est-ce que tu vois parfois des auteurs ne pas céder de droits audiovisuels et les laisser gérer par des agents? Est-ce que ça se développe? Voilà. Alors, j'aimerais quand même, si c'est possible, parler de cette histoire de contrat, parce que David m'y a fait penser quand il a dit « c'est l'enveloppe type ». J'ai été confrontée récemment à une négociation, et évidemment, on m'a donné un contrat qui est un contrat type. Et ce contrat type a été négocié par plein de gens, dont la SGDL, et c'est pas parce que le contrat est type qu'on n'a pas le droit de le changer. Puisque, comme l'a expliqué un avocat, c'est le contrat entre les parties qui fait loi. Donc, il faut savoir que vous avez un contrat basique, même s'il a été négocié, et que vous pouvez tout discuter, tout changer, tout négocier, ça non, ça oui, ça je veux le garder, ça je veux pas le garder, ça va pas, ça ceci. Et c'est 2 personnes qui décident de créer un contrat pour un objet livre, et ça peut être comme ça à chaque fois. Voilà.
Quand on travaille avec des auteurs et des éditeurs, l'usage veut que c'est l'agent qui envoie le contrat à l'éditeur. Hein. C'est pas l'inverse, c'est pas l'éditeur qui nous envoie le contrat, c'est l'agent envoie un contrat à l'éditeur. Voilà. Quand je dis qu'il faut se soucier de la qualité et de la nature des relations qu'on a avec l'éditeur, avec l'autre, j'ai dit avec l'autre, hein, c'est-à-dire que moi en tant qu'éditeur, je trouvais important, si vous voulez, de me soucier de la nature et de la qualité de la relation que j'ai avec mes auteurs. Et ça s'exprimait, ça passait par un contrat, évidemment. C'est très important. On est dans des métiers très difficiles. Je veux dire, éditeur, c'est dur, auteur, c'est dur, agent, c'est dur. On est dans le métier du livre. Vous savez très bien que les livres, c'est pas comme si les gens se jetaient dessus en permanence tous les jours. Ça n'est facile pour personne. Il faut vraiment voir qu'on est tous embarqués dans ce même, cette même galère, mais cette même aventure, voilà, comme ça, c'est mieux. Non, mais en plus c'est plutôt une aventure, parce que parfois il y a aussi des bonheurs quand même souvent d'ailleurs. Il est très très important, je pense, très très important, hein, de penser au minimum à moyen terme, moyen long terme, pas court terme. Court terme, c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air. Donc on pense à moyen long terme, et de toute façon, la vie du livre veut ça. Mais le livre le permet aussi. Un livre, ça peut vivre des siècles. Donc, je veux dire, on n'est pas à 3 mois près, hein, ni même à 1 an près. Je sais que parfois, pour l'auteur, ça peut être un peu dur, mais il faut vraiment penser très, 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 très long terme. Un auteur, je crois, et ça, je le dis aussi aux éditeurs, futurs éditeurs, ce que vous voulez, mais enfin, je pense qu'Eva, tu le sais, mais un auteur comprendra toujours qu'il n'est payé qu'à la mesure du succès qu'il a. Bon, mais le succès qu'il a en fonction du contrat, si vous voulez, si les droits d'auteur qu'il touche sont de 2%, c'est pas la même chose que si elles sont de 10 ou de 14 ou de 18. Vous voyez bien. Et puis c'est pas la même chose, ça dépend aussi de ce que l'éditeur fait du livre. Il faut quand même pas oublier ça. C'est-à-dire que l'auteur, il est l'impulsion, alors l'impulsion viscérale, c'est l'impulsion principale, j'allais dire, mais il confie son livre à quelqu'un qui va aussi décider de sa vie. Un éditeur qui fait pas son boulot, le livre, il est mort. Donc, oui. On n'est pas que... Alors, attention, juste une chose, un éditeur qui ne fait pas son boulot, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ce qu'on appelle l'exploitation permanente et suivie, cet éditeur perd les droits sur le livre qui reviennent donc à l'auteur. Hein. Mais cette aventure, elle est malgré tout commune. Même si les relations, si vous voulez, on peut toujours dire que plus l'auteur gagne, moins l'éditeur gagne, et plus l'éditeur gagne, moins l'auteur gagne, etc. À un moment donné, tout le monde souhaite la même chose, c'est-à-dire que le livre se vende au maximum. Ce que je veux dire, c'est qu'un auteur peut comprendre, si vous voulez, qu'il ne va pas toucher beaucoup d'argent si le livre ne s'est pas du tout vendu. En revanche, je pense qu'il aura plus de mal à comprendre qu'il ne touche pas beaucoup d'argent si le livre est un super best-seller. Là, il y a un problème. Or, ce qu'on cherche tous, quand même, c'est le succès. Donc, si vous voulez, il est dans l'intérêt de tout le monde, y compris des éditeurs, de faire en sorte que les contrats, au début, soient, moi, ce que j'appelle justes. Alors après, on peut rentrer dans le détail, mais une rémunération juste. C'est-à-dire que, voilà, en fonction des espérances, parce qu'il faut savoir qu'un éditeur, en gros, quand il... Pareil, moi, je ne suis pas maître du chéquier d'Eva, pas plus qu'Eva n'est maîtresse du chéquier des acheteurs de livres. Vous voyez, on peut pas, c'est un métier dans lequel on ne peut pas contraindre. Je ne peux pas contraindre une auteure à écrire, je ne peux pas contraindre un éditeur à acheter les livres de mes auteurs, et l'éditeur ne peut pas contraindre, si vous voulez, le public à acheter. Donc voilà, il faut laisser l'autre à la liberté, il faut en tenir compte. Ce qui est indispensable, c'est toujours cette vision moyen terme, long terme, et se dire que si jamais le livre doit être un succès, et que l'auteur, à un moment donné, se rend compte, il regarde ses comptes, il y a des comptes, il y a des redditions de comptes, et il se dit, ah oui, là, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais... Bon, il a respecté le truc, ok, c'est ce que j'ai accepté. Il va rester avec son éditeur le jour où il aura du succès. S'il se rend compte quand il a du succès que depuis le début, l'éditeur le gruge, il va partir. Mais, je veux dire, pour l'éditeur, c'est complètement idiot. Il aurait mieux fait, si vous voulez, de respecter l'auteur dès le début, et il l'aurait gardé. Mais, par rapport à tout ça, en fait, au fond, moi j'ai presque un petit peu envie de vous dire qu'un auteur ait un agent ou pas d'agent... Au fond, nous, éditeurs, on s'en fout à partir du moment où l'auteur comprend le monde du livre, comprend la mécanique. Oui, il y a plein de spécificités, plein de détails qui sont compliqués, mais néanmoins, le plus important, je trouve que là-dedans, c'est la pédagogie. Ça sert à rien qu'on rentre dans tous les détails de toutes les arnaques possibles. Il peut y avoir autant d'agents escrocs que d'éditeurs escrocs, donc c'est même pas... Il y a facile de les repérer, si je peux me permettre, Eva. C'est super d'argent à la fin. Non, mais si un agent ou un éditeur vous demande de l'argent pour s'occuper de vous, n'y allez pas. Voilà, bon, ça déjà. Et voilà, et pareil pour l'éditeur. S'il vous demande de l'argent, c'est qu'il y a un problème.
Non, mais en revanche, un auteur, c'est normal. Néanmoins, il y a quand même des auteurs qui le savent pas et qui comprennent, voilà, qui font pas la différence entre être publié à compte d'auteur et bon, bref. Non, mais néanmoins, c'est important. Mais c'est pour ça que le plus important, c'est quand même la pédagogie. Donc, oui, parfois, il y a des difficultés de négociation, des points qui sont vraiment des points très, très pointus. Mais néanmoins, le plus important qu'il faut attendre d'un agent, c'est effectivement pas qu'ils disent, et c'est vrai pour un éditeur aussi, c'est pas qu'ils disent ça c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Il faut quand même aller au-delà. Ça va être mieux pour toi pour telle et telle raison, et effectivement avoir une vision long terme. Négocier à tout cran, demander à son agent de négocier à tout cran la plus haute avance possible. On en parlait juste avant cette intervention. C'est un véritable piège, très court-termiste. Il faut exiger de son éditeur qu'il fasse le plus possible pour son bouquin, mais il faut aussi avoir le recul, et normalement, c'est le rôle de l'agent d'être là pour ça, il faut aussi avoir le recul de savoir que le bouquin qu'on a écrit, mais parfois il a un potentiel de best-seller, et parfois il n'a pas un potentiel de best-seller, et c'est pas pour ça qu'un éditeur ne voudra pas le publier. Nous, éditeurs, on essaye de s'intéresser à créer de la longévité pour un livre, dans un monde qui est quand même très difficile. Évidemment qu'on cherche un best-seller, l'auteur aussi, mais parfois on se dit, ce livre-là, il doit être publié, et on se le dit plus souvent que ce que le grand public, même les auteurs, pensent. On essaye de construire quelque chose tout autant que l'auteur. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment de viser long terme. Publier un poche en inédit qui va se vendre un petit peu chaque année, mais pendant 15 ans et peut-être plus, et ben, ça, c'est une vraie construction. C'est aussi le rôle de l'éditeur. Donc, il y a toujours cet équilibre permanent à trouver pour que les choses soient négociées en bonne entente de part et d'autre, mais que ce soit dans l'intérêt long terme. Et ça, je veux dire, ça passe par plein d'autres choses. Ça passe aussi par le conseil d'un agent de ne peut-être pas forcément multiplier les éditeurs à l'infini. C'est le cas souvent en jeunesse. À la fois, c'est pas inintéressant. Chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale, mais trop d'éditeurs finit par aussi nuire à la carrière de l'auteur autant qu'à l'éditeur. Donc, au fond, voilà, moi, c'est le plus important, c'est la pédagogie. Qu'un auteur, par exemple, n'ait pas envie de négocier sa provision sur retour, certes, ok, pourquoi pas, mais qu'il ne sache pas ce que c'est qu'une provision sur retour, c'est vraiment problématique. Et en fait, c'est comme ça pour tous les points du contrat. Qu'un auteur ne se rende pas compte que nous, on travaille dans une industrie où, une fois que le produit, parce que le livre est un produit, une fois qu'il est chez le libraire, est placé chez le revendeur, une fois que ce produit est placé chez le revendeur, à la fin de l'année ou au bout de quelques mois, il peut récupérer le produit. Ça, c'est pas le cas dans toutes les industries. Savoir qu'un libraire, il peut vous renvoyer ce que vous avez mis en place. Si l'auteur ne comprend pas ce système-là, il ne comprend pas la difficulté, la fragilité de l'économie quand même. Si l'auteur ne comprend pas que l'avance qu'il reçoit, c'est une avance que l'éditeur prend un risque. Au bout du compte, l'auteur, il a donné son temps et c'est énorme, mais l'éditeur, il a allongé de l'argent, il a mis de l'argent sur la table. Ça n'est qu'une avance sur un argent qu'il n'a pas gagné. S'il ne comprend pas que c'est ça et que ça n'est pas un salaire pour un temps de travail passé, eh bien, il y a un vrai problème et donc il y a un problème à long terme. Et donc, le plus important, c'est juste ça, c'est cette pédagogie-là. Disons que l'auteur, je pense il ne comprend pas ça au début quand il se lance, parce qu'il se lance effectivement avec ses tripes, un premier livre qui est édité, on est juste hyper heureux d'être édité. Puis assez rapidement, on se rend compte quand même qu'il y a de la chaîne du livre, de ce qui se passe, tu vois, assez vite quand même. Les auteurs se rendent un peu compte de tout ça. Maintenant, je trouve que pas si vite. Moi, j'ai encore des questions des années après. On a parfois eu des discussions toutes les deux où j'ai expliqué des choses. Enfin, l'important, c'est de poser les questions. Oui, je pense que d'où l'intérêt de ce type de manifestation, table ronde. Voilà, merci. Je pense que les auteurs ne connaissent pas bien et c'est pas étonnant. Je pense aussi que les éditeurs ne connaissent pas bien non plus. Alors, l'éditeur d'être pédagogue. Non, je dis quand même, effectivement, je crois malgré tout, je peux même parler de moi s'il faut, que je ne comprends pas du tout à la chaîne du livre parce que c'est extrêmement compliqué, je vais le reconnaître, mais je comprends un certain nombre de choses petit à petit. Ça fait 3-4 ans que j'écris. Je pense que comprendre, ça ne suffit pas en fait. C'est-à-dire que le rapport de force en négociation me pose beaucoup plus de problèmes que la compréhension intellectuelle de la chaîne du livre. Et c'est ça pour moi. Si par exemple là, quand je vous entends et que toi, tu te dis moi, aucun problème, moi dans ce cas-là, je prends un agent parce que j'ai envie de lui laisser gérer la négociation, parce que c'est pas l'incompréhension. Moi, j'aurais des demandes à faire à mon agent. Carole. C'est par contre
l'état dans lequel ça me met, la difficulté du truc, le conflit derrière, le sentiment que malgré ta connaissance, tu as quand même parfois le sentiment de ressortir et puis de ne pas être si content et si satisfait de ce que tu as obtenu, et de déléguer ça, dans ce cas-là. Moi, c'est ça que je trouve tu vois, que la compréhension, on peut l'avoir et pas réussir à négocier pour autant, parce que c'est pas notre métier. Quoi. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça n'est pas parce que j'étais éditeur et auteur de ce que vous voulez que je négocie mieux mes ouvrages seul que si j'avais un agent. En l'occurrence, je vous le dis, il faut toujours prendre un agent, même si on a la meilleure connaissance possible du monde. Je veux dire, quelqu'un comme Stephen King, George Martin, J.K. Rowling, etc., vous pensez que ce sont des gens qui ont du mal à trouver des éditeurs ? Ils ont tous des agents. Il y a une expression que tu as employée que je trouve très intéressante, elle est tout à fait révélatrice de la manière dont les agents sont perçus. Tu as dit prendre un agent. Mais est-ce qu'on dit prendre un éditeur ? Moi, je prends le métro. Je prends un verre, je prends le temps. Mais est-ce que je prends un agent ? Je ne sais pas pourquoi cette expression existe finalement. Probablement existe-t-elle parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas du tout et des usages qu'on ne connaît pas du tout. On ne prend pas plus un agent qu'on ne prend un éditeur. C'est une rencontre entre deux personnes et, si vous voulez, entre une personne, un auteur, un artiste et quelqu'un d'autre, un admirateur, un conseiller, un ami, un père de la mariée, ce que vous voulez. Il faut que la rencontre se fasse, et il peut y avoir, si vous voulez, exactement comme un éditeur peut dire « ce bouquin est génial, mais pas pour nous », un agent peut dire « écoute, j'adore ce que tu fais, mais je ne vais pas savoir te défendre, je ne suis pas le bon agent qu'il te faut ». Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne dis pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé de voir des auteurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je sais que je ne suis pas leur agent. Donc je vais pas prendre leur représentation. Ça marche pas comme ça. Il y a vraiment une histoire de confiance. Il faut que la relation entre le talent et l'agent, la confiance est absolument indispensable. C'est une relation de très long terme et tout terrain. Ce que je veux dire par là, par tout terrain, je m'explique. Eva fait de la jeunesse. Mais elle peut publier un auteur qui un jour veut écrire, je sais pas moi, un roman de littérature générale. Est-ce qu'Eva va le publier ? A priori, non. Ça va aller ailleurs. Mais moi, en tant qu'agent, si je suis l'agent de cet auteur jeunesse qui veut faire cet ouvrage de littérature générale, je suis là aussi. Je suis tout terrain. Je l'accompagne, quoi qu'il veuille faire. Je dis long terme. Il arrive, je ne le souhaite pas, mais il arrive qu'un éditeur, si vous voulez, publie votre premier roman, votre deuxième, votre troisième, et puis ça patine, ça ne marche pas, il arrête. Et moi, je suis l'agent, je représente l'auteur. Vous croyez que j'arrête ? On continue, on cherche ailleurs. C'est des relations... Paradoxalement, si vous voulez, les contrats qu'on signe de représentation sont d'une durée, je pense, qui ferait s'évanouir la plupart des éditeurs si je leur donnais le nombre d'années, mais qui sont dans la durée. Après, si vous voulez, ça reste la vie. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais c'est du très, très, très long terme. A priori, c'est comme un mariage. Moi, je ne me marie pas pour divorcer. Si vous voulez, je me marie pour mourir avec ma femme. Enfin, mourir avec. Mais je n'ai pas dit ça. Mais tout peut arriver. Alors... Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, intervenir juste sur une toute petite phrase qu'a dite Eva. Parce que je pense qu'elle est extrêmement personnelle, en réalité. Tu as dit tout à l'heure, moi, un auteur, qu'il ait un agent ou pas, je m'en fous. Moi, mon expérience personnelle me prouve qu'il y a plein d'éditeurs qui s'en foutent pas et qui vivent extrêmement mal la chose. Ça dépend de la qualité de l'agent. Et ça dépend de l'éditeur aussi. Ça dépend par exemple, du lien qu'il a d'habitude avec ses auteurs et du coup que cet agent qui surgit dans une habitude, une routine, un train-train dans lequel l'agent n'existe pas, tout à coup il y a un intermédiaire qui vient se mettre. Et il faut dire aussi la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui détestent ça, qui réagissent extrêmement mal, violemment, qui arrêtent de publier, je veux dire, c'est la vraie réalité ça. C'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu, si on se compare aux anglo-saxons ou à l'Italie, à tout ça, on est un petit peu sur ce point précis des agents et de leur tolérance, on est un peu à l'âge de pierre. Alors, il y a des éditeurs qui ne le sont pas, mais il faut savoir qu'il y en a aussi qui le sont, et je pense qu'il y en a pas mal, en fait. Mais c'est aussi parce que pour l'instant, on est dans un système qui... Donc c'est pour ça que j'évoquais les États-Unis, qui ne fonctionne pas du tout par rapport aux agents. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais à New York pour faire une tournée d'éditeurs, comme voilà, parfois on fait... Dans ce cas-là, passons directement. Oui. Je vous propose que Eva, tu nous expliques justement comment ça fonctionne aux États-Unis par rapport à chez nous, et que toi, ce que tu peux vivre comme expérience dans ce cas-là, comme ça nous on pourra rebondir par rapport à en France, ce qu'on pourrait espérer ou pas. Et oui, parce que c'est toute la chaîne du livre en fait qui fonctionne différemment. C'est-à-dire que aux États-Unis, et je pense qu'au Royaume-Uni c'est pareil, tous les auteurs ont un agent.
Donc en fait, tout est décalé. Il y a énormément de choses que nous, éditeurs, on fait en France, que ne font plus les éditeurs. Et j'ai eu des conversations d'ailleurs surréalistes la semaine dernière avec des éditeurs qui disaient oh là là, vous vous souvenez de ce temps où on recevait des piles de manuscrits de partout Et moi, je leur dis, vous voulez dire les piles de manuscrits qu'il y a dans mon bureau Ils me parlaient de l'âge de pierre. Alors qu'en fait, tout simplement, ces piles de manuscrits, c'est pas qu'elles n'existent pas aux États-Unis, c'est qu'elles sont chez les agents. C'est-à-dire que ce que reçoivent les éditeurs, c'est déjà écrémé, si vous me permettez cette. Donc c'est déjà complètement différent. Du coup, tout change. Toute la nature même du travail de l'éditeur est modifiée par rapport au travail de l'agent. Et ces gens peuvent travailler en bonne intelligence, comme ils peuvent s'engueuler. Enfin, bon, c'est toujours la question du bon agent, du bon éditeur, de l'auteur qui a choisi son agent pour des bonnes raisons. Donc tous les auteurs ont des agents. Donc il y a par exemple des salons, des foires, des moments de rencontre où les auteurs cherchent un agent. Donc les agents rencontrent. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de rencontrer l'agent de Véronica Roth, donc qui a fait la série Divergente. Elle a rencontré un jour cette jeune femme qui avait à peine 22 ans, qui lui a pitché un livre, comme on dit, qui lui a raconté un livre. Elle a trouvé que c'était intéressant. Elle s'est emparée du projet très en amont. Elles ont senti quelque chose comme nous, éditeurs, on ferait en France. Ça s'est passé au niveau en amont. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs américains qui pourraient encore avoir ce rapport-là avec des auteurs, mais une fois qu'ils ont déjà établi une relation, probablement pas avec des auteurs débutants. Donc déjà, ça change, c'est plus le même rapport. Et donc tous les auteurs ont des agents. Ces agents, il y a un nombre d'intermédiaires incroyable. Ces agents ensuite vont chercher un éditeur. Une fois qu'ils ont trouvé un éditeur, ils vont leur confier tous les droits ou seulement une partie des droits. C'est-à-dire soit ils vont leur confier les droits pour le pays, pour les États-Unis en l'occurrence, soit les droits montent. Je parle de droits littéraires. Oui, les droits littéraires. Donc soit les droits mondent. Et là encore, du coup, il en résulte plein de choses différentes. C'est-à-dire que s'il confie les droits mondes à l'éditeur, nous, à l'étranger, éditeur français, on va négocier avec l'éditeur étranger les droits mondes. Ça va être encore une autre façon de gérer les choses que si on négocie directement avec l'agent qui a gardé les droits mondes. Et puis se rajoute une troisième couche, éventuellement d'intermédiaires, qui sont les co-agents, comme peut l'être David ici, qui donc en fait sont donc on les appelle les sub-agents en anglais, qui vont soit représenter des éditeurs étrangers, soit des agents étrangers. Ils ont souvent un catalogue assez varié, qui nous vendent à nous éditeurs français des droits. Donc tout ça, c'est un maelstrom d'intermédiaires. Il faut bien connaître tout le monde, et en général, on se le disait tout à l'heure, dans 99% des cas, toutes les négociations se passent très bien. Mais en revanche, la façon de gérer, d'accompagner les auteurs sont très différentes. Moi, je sais que, par exemple, on a beaucoup parlé contrat, mais si on parle un peu littérature, j'ai très régulièrement le sentiment, quand on récupère quand on édite des traductions, plusieurs fois, je me dis, bon, ce roman, il est bon, sinon je ne chercherais pas à le publier en France. Mais en revanche, j'aurais bien aimé que l'éditeur aille un peu plus au bout de son travail. Et je sais que j'ai parfois le sentiment que les romans sont édités à moitié. Pourquoi ? Parce que l'auteur a fait une partie du travail avec l'agent et éventuellement une autre partie du travail avec l'éditeur. Et c'est compliqué d'avoir deux éditeurs pour un même livre. Donc, et ça, alors évidemment, il y a plein de cas de figure où ça se passe très très bien, mais moi je sais que j'ai souvent, je trouve que beaucoup de romans que je reçois, il y a toujours 100 pages en trop, quoi. J'aurais envie de couper souvent, parce que voilà, il y a plusieurs intervenants avec des sensibilités différentes. Donc, d'un point de vue littéraire, ça c'est important aussi. Donc, il faut vraiment aussi réfléchir à cette relation. J'en ai souvent discuté avec des agents et des éditeurs. L'éditeur, du coup, dans sa relation avec l'auteur, souvent l'agent est en copie de tous les échanges. Et puis, selon l'agent, il y a les agents qui savent se retirer à temps, il y a les agents qui sont encore très présents. Enfin, voilà, il y a beaucoup de réactions en chaîne. Et puis, d'un point de vue aussi de l'accompagnement commercial, il peut y avoir des réactions en chaîne. Il y a des cas de figure. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des noms parce que ce serait un peu délicat, mais on a par exemple des cas de figure de gros auteurs, d'auteurs de best-sellers. Ou parce que l'auteur est un énorme best-seller, sur les nouveaux projets, l'agent se dit qu'il a beaucoup d'argent à se faire et il va peut-être arrêter de céder ses droits mondes. Et il va essayer de vendre lui à l'étranger. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je vous en parle parce que ce sont des cas concrets qui existent. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous avez un peu fâché votre éditeur américain parce que vous ne lui avez pas donné les droits mondes de la nouvelle, de la nouvelle série ou du nouveau livre de votre auteur best-seller ?
votre livre, dans sa dimension internationale, il se retrouve avec plein d'éditeurs étrangers qui sont très contents de publier peut-être un futur best-seller, mais qui n'ont aucune coopération possible avec l'éditeur américain de base, parce qu'il est vexé comme un pou, qu'il est dégoûté de ne pas avoir les droits monde et qui va tout faire pour ne pas faire une communication, par exemple, mondiale. Enfin, il y a aussi des choses, on est dans un marché global, David le rappelait, et parfois pour donner un peu d'élan international à un livre, il faut de la coopération entre les éditeurs. Donc tous ces intermédiaires, ils peuvent aussi mettre de la friture sur la ligne, mais à l'inverse, ils peuvent aussi, évidemment, l'union fait la force quand tout le monde travaille en bonne intelligence. Voilà, donc... Petite anecdote, aux États-Unis, par exemple, les maisons d'édition refusent les manuscrits envoyés directement par les auteurs. Tout à fait, oui. C'est marqué sur leur site. Les manuscrits ne sont lus et reçus que s'ils sont envoyés par des agents. Et une dernière précision qui m'a particulièrement marquée là, cette semaine, quand j'étais donc aux États-Unis, c'était... on le sait déjà, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de ces éditeurs-là. Il y a une des conséquences de cette façon de travailler qui est curieusement la starification des éditeurs. C'est-à-dire qu'à l'étranger, il y a plein de maisons d'édition qui vous parleront peut-être. Derrière, il y a des noms. En France, c'est le cas, mais ce sont des gens qui ont fondé leur maison. On en a des tonnes. Beaucoup de maisons d'édition portent le nom de l'éditeur fondateur. Aux États-Unis, comme c'est un milieu hyper concentré, c'est le cas chez nous, mais toutes ces maisons qu'on a parfois évoquées, je sais pas, moi je travaille dans le groupe Editis, mais je peux vous dire que Nathan, on fait notre popote de notre côté, et ce que fait Pocket Jeunesse en concurrence directe ou d'autres maisons, et puis les maisons de littérature générale, chacun fait chacun choisit ses manuscrits, Pocket Jeunesse qui est Editis aussi, bien sûr, voilà. Donc, c'est chacun son truc. Aux États-Unis, tout est concentré et c'est en fait la concurrence interne. Donc, vous vous retrouvez, j'en ai encore rencontré la semaine dernière, je discutais avec un éditeur d'un projet français, en fait, je lui racontais ce qu'on avait fait, parce que je savais qu'il avait un potentiel à l'étranger, et je lui dis, tiens, d'ailleurs, j'ai croisé ta collègue qui me dit qu'elle a bien envie d'essayer de le faire traduire pour voir ce que ça donne. Et je le vois froncer les sourcils, parce que sa collègue, c'est sa concurrente. Donc ça... C'est quand même compliqué à vivre. Hein. Donc, au sein d'une même maison, des très grosses maisons, si vous allez chez HarperCollins, il y a Harper Teen, Soho Teen, Balzer Ebrey, Catherine Teguen. Et eux, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec des éditeurs chez eux, ils se retrouvent à recevoir la même soumission de manuscrits d'un agent, et ils sont plusieurs, et c'est celui qui mettra le plus d'argent ou qui sera le plus rapide. Donc, en termes de suivi d'auteur, c'est compliqué. Oui, je trouve que c'est la même chose en France. En tout cas, pour les traductions de best-sellers. Je veux dire, quand il y a les grosses foires ou avant les foires, on sait qu'il y a des manuscrits qui circulent, et puis il y a l'espèce de mise aux enchères. Là. Non, mais il y a une concurrence très forte en France, mais pas interne. Pas interne à une maison. En tout cas, pas en jeunesse. En jeunesse, moins. En jeunesse moins, en littérature autre, oui, jusqu'à un certain degré. Mais encore une fois, ça me paraît normal parce que un livre, on voit la maison d'édition. Mais quand on dit, je sais pas, Nathan publie tel livre, ou Casterman publie tel livre, ou Gallimard publie tel livre, il y a quelqu'un, une personne physique au sein de la maison qui a lu le manuscrit, qui a adoré le manuscrit, qui a convaincu les autres de le faire, et peut-être que parmi ces autres-là, il y en a qui ne l'ont pas aimé. Il y a une personne derrière, son nom n'apparaît pas forcément à l'intérieur du livre, mais c'est quelqu'un. Et c'est le métier de l'agent, si vous voulez, c'est de trouver ce quelqu'un. C'est pas tellement la maison. On trouve une maison, mais c'est la personne. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des concurrences au sein d'une même maison, parce qu'au sein d'une même maison, il y a beaucoup d'éditeurs, surtout dans les grands groupes. Telle personne ne va pas aimer ou ressentir le livre, peut-être pour de bonnes raisons, et telle autre personne dans le bureau d'à côté va l'adorer, et pour de bonnes raisons aussi. C'est tout. Il ne pourra pas y avoir de concurrence, on sera juste en discussion. Là, je te dis, je parle en jeunesse. Nous, on peut être plusieurs éditeurs. Il y a un moment où on va choisir d'éditer un livre ou pas choisir d'éditer un livre. Éventuellement, il va y avoir une notion de hiérarchie qui va jouer. Mais on n'est pas en concurrence. Oui, c'est pour ça que je parle de starification. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je travaille chez Nathan et je suis là pour représenter l'esprit de Nathan. Le jour où je change de maison, peut-être qu'il y a certes des auteurs qui vont avoir envie de me suivre.
et je peux pas changer ma personnalité, mais néanmoins je me remettrai au service d'une maison. Je travaille pas aux éditions Eva Gainspan. Sinon je fonde les éditions Eva Gainspan. Ce que tu dis, enfin, je reviens sur cette histoire de personne. Moi, il y a une chose que je n'avais pas vue. Bon, en tant qu'éditeur, donc je faisais des livres français, des livres étrangers. Donc j'avais l'habitude de travailler avec des agents. Mais il y a une chose que je n'avais pas perçue chez les agents et que je n'ai vraiment, dont je me suis aperçu que là, en pratiquant ce métier, c'est que, un peu à la manière des éditeurs, si vous voulez, de ce que décrit Eva, les agents aussi ont des lignes éditoriales. C'est-à-dire que, je ne parle pas des très gros groupes, style Random House, des choses comme ça, qui d'ailleurs ne sont pas des agents, mais des éditeurs. C'est-à-dire que tel agent, moi je peux reconnaître un projet qui vient de, alors je ne vais pas vous donner des noms, ça ne vous dira rien, mais tel projet vient de chez A, tel projet vient de chez B, tel projet vient de chez C, et je ne suis pas surpris, je le vois à la couleur. Et je pense aussi, moi je vous dis, moi ce que j'aime c'est la littérature de genre, l'imaginaire, la jeunesse, la bande dessinée, tout ça. Je peux tomber sur un ouvrage génial de littérature générale, je ne le ferai pas, je le transmettrai à quelqu'un d'autre dans mon agent, je le transmettrai à Anna. Je pense qu'à un moment donné, on se connaît. Je suis sûr que les éditeurs avec lesquels je bosse, ils se disent « Ah bah tiens, ça c'est un truc à la David ». Oui, moi je remarque qu'il y a des agents avec lesquels je travaille plus souvent, effectivement, mais comme avec des auteurs dont on sent qu'on peut les porter, voilà. Tout à fait. Je voudrais juste revenir sur un tout petit... Parce que le tableau qui a été dressé de l'agent aux États-Unis, on a l'impression que évidemment c'est aux antipodes de nous et qu'il n'y a pas que du bon. Mais justement, on a la chance de pouvoir inventer des choses aussi. C'est-à-dire, quand je dis l'agent, il y a de multiples choses positives, c'est aussi, on n'est pas obligé d'adhérer à ce modèle américain, d'employer, enfin, d'aller dans les failles, etc. Mais il y a plein de choses intermédiaires à faire, en tout cas, qui placent au centre de l'échiquier, enfin ça fait un peu combatif, mais au centre, entre cette relation, un agent, et c'est très personnel, mais je disais tout à l'heure, pour moi le binôme, c'est très français, mais le binôme auteur-éditeur est un binôme précieux, c'est un binôme qui doit faire grandir l'œuvre. Alors l'agent, il n'est pas là pour parasiter ou pour prendre des petits bouts, grignoter en fait sur la part de l'éditeur. Il est là pour faire grandir aussi. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Mais en revanche, il faut avoir la volonté et être ouvert à cette nouvelle relation et cette nouvelle façon d'envisager le travail sur le début de la chaîne du livre, quoi. Je pense qu'on peut plus en France justement garder, parce que c'est vrai que les auteurs sont aussi attachés au lien avec leur directeur éditorial, à la personne dans leur maison d'édition avec laquelle ils travaillent sur les textes. Mais il me semble que David, quand il représente Samantha continue à travailler, Samantha Bailly continue à travailler sur son texte avec son éditrice, et qu'on peut très bien avoir un modèle où un agent va négocier les pourcentages, va négocier des cessions de droits, va négocier des choses précises, etc. Mais garder quand même le lien effectivement auquel on est attaché, et c'est aussi quelque chose qui rend notre littérature belle, le lien entre l'auteur et l'éditeur chargé du texte. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller vers un système à l'américaine. Au contraire, c'est l'aider à prospérer. Voilà. Je crois beaucoup au travail, c'est-à-dire que oui, je travaille avec Sam comme avec d'autres. Son éditrice travaillera ensuite avec elle, mais ça c'est normal. Et puis si vous voulez, chaque maison, chaque personne a un peu sa couleur, mais plus le manuscrit est travaillé, je veux croire que plus il a de chances de trouver son public. Parce que dans les pays, comme je veux dire, dans tous les pays occidentaux, maintenant, en Europe, les agents se sont développés. Dans les pays, en Espagne, etc., tout le monde fonctionne avec un agent. En Allemagne, ça s'est développé depuis les années 2000. Maintenant, tous les auteurs ont des agents en Allemagne. Il n'y a que la France qui résiste. Oui. Donc il y a quand même quelque chose d'assez symptomatique. Qui résiste. De toute façon, et alors voilà, justement, pour venir quand même à une question, avant de donner quand même la parole aussi, parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions dans la salle de gens à vous poser. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que oui, clairement. Après, c'est des questions générationnelles aussi. C'est-à-dire que je pense que notre génération, là, tu me permettras, je me rajeunis un peu, je me mets avec toi et avec vous, mais je pense qu'on sait très bien que l'emploi à vie, c'est fini. Donc, moi j'étais éditeur, là je suis agent, très honnêtement, dans 2 ans, je serai peut-être agent, mais peut-être pas, je ne sais pas. On est habitué à ces choses-là, je dirais, on n'a pas peur du provisoire, on cherche la durée, mais précisément peut-être qu'on aura d'autant plus la durée qu'on accepte, si vous voulez, de perdre. La relation qui définit le mieux, je crois, ou l'ancienne relation qui régissait les relations entre éditeurs et auteurs en France, c'est la possessivité. Et c'est la possessivité... Le patriarcat, si je peux me permettre. Si tu veux, patriarcat, possessivité, mais même par-delà la mort, vous savez, c'est-à-dire 70 ans après ta mort. Mais oui, alors que les personnes
ni l'éditeur ni l'auteur ne seront là pour pouvoir savoir d'ailleurs ce qu'il en sera. C'est terrible. Nous, on accepte de perdre. C'est marrant parce que je vous parlais de la vaisselle tout à l'heure. Moi, j'ai un chat. Non, mais c'est pas. Attendez, je ne dis pas ça pour vous raconter que j'ai un chat. J'en ai 2, bonsoir. Bon, pourquoi je parle du chat? Parce que j'adore mon chat, on s'entend très bien, j'ai grandi avec des chats. Mon chat, il vient d'autant plus me voir et il reste d'autant plus longtemps avec moi qu'il sait très bien qu'à tout moment, s'il veut partir, je le laisse partir. Et si je voulais à chaque fois emprisonner mon chat quand il venait me voir, le garder contre moi, serrer et l'empêcher de partir, est-ce que vous croyez qu'il viendrait? Il ne viendrait plus. Ça, c'est très très important et je pense que notre génération, là je nous mets tous dans le même sac, barque, on est habitué à ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Autre chose sur l'agent, on en parle et tout. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas plus que ce que le manuscrit peut. C'est-à-dire que, alors je peux dire, j'ai vendu un livre et me sentir super fier. Alors oui, il y a des livres pour lesquels je me bats beaucoup. Je me bats, je cherche, je me dis, mais alors telle personne, voilà. Puis il peut m'arriver aussi de rencontrer un éditeur qui l'a refusé. C'est exceptionnel, mais je me dis, mais non, mais il a tort. J'essaie de le convaincre. Et puis un jour j'y arrive ou pas, bon. Mais c'est toujours le livre. Je dis j'ai vendu le livre, mais enfin bon, j'ai vendu le livre parce que ça me fait plaisir. C'est le livre qui s'est vendu. C'est le livre. Un agent, si vous voulez, il peut optimiser, en gros, le potentiel du livre, mais pareil, il ne vous représentera, alors je ne sais pas combien d'auteurs il y a parmi vous, ou s'il y en a ou pas, mais il ne vous représentera que s'ils sont... Levez la main. Non, mais bon. Il y en a quand même, on est à la charte, il y en a, je te confirme. Bon, mais il ne vous représentera que s'il y a une réelle affinité entre vous, personne, votre œuvre, lui, ce qu'il aime, ce qu'il sent, etc. Et puis aussi, alors on peut se battre pour des œuvres, comme le disait Eva, c'est plus courant, effectivement, que... C'est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. On ne sont pas publiés que des best-sellers. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on est quand même dans une industrie qui n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas l'industrie du luxe. Hein. Les marges, elles ne sont pas de... D'ailleurs, je ne connais pas celle du luxe, mais bon. Mais elles ne sont pas énormes. Mais on a des coups de cœur. Souvent, les gens avec lesquels on discute, parfois, oui, les négociations, bon, on discute d'argent, tout ça, mais il y a un côté un peu valse. On tourne du prix, comme ça. Bon. Mais on aime le livre. À un moment donné, c'est un éditeur, il va vous publier aussi parce qu'il aime votre livre. Moi, je défends un livre que j'aime, etc. On a beaucoup de chance là-dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Je voulais ajouter, mais d'ailleurs dans les rôles de l'agent, ça nous est arrivé déjà, d'ailleurs avec David, ça nous est arrivé de recevoir un manuscrit. Effectivement, comme nous, éditeurs, on ne peut pas plus que ce que peut le manuscrit. Ça nous est arrivé de recevoir des manuscrits d'auteurs qu'on avait déjà publiés et d'expliquer aux co-agents, on veut continuer à publier cet auteur, mais très honnêtement, il est un peu en dessous. C'est un livre qu'on a quand même envie de publier, mais il va avoir un moins bon potentiel commercial. Et on travaille. C'est arrivé avec toi. Et un bon agent l'entend et dit effectivement sur celui-là, peut-être qu'on va revoir le niveau de l'avance. Et à l'inverse, ça arrive, et ce sera un bon agent aussi, qu'un agent dise à un éditeur, dis donc, le précédent tome de ta série là que tu publies, vu ce qu'il nous a rapporté, tu pourrais peut-être un petit peu augmenter le niveau de l'avance. Et s'il a une vision réaliste et économique du marché, on ne peut que lui dire oui, effectivement, on peut peut-être te donner un petit peu plus d'argent. Enfin, bon, sachant que cet argent, quand même, c'est toujours un argent qu'à un moment ou à un autre, l'auteur va toucher. Si vraiment le succès du commercial du livre est là, on parle toujours d'avance. Donc, mais effectivement, c'est ce regard un peu global sur le potentiel. Là, les agents sont précieux quand ils ont cette sincérité-là, quand ils sont pas... On en parlait juste avant, moi je m'effraie de la hauteur de certaines enchères, et d'ailleurs dans ces moments-là, on finit nous par se retirer. Certaines enchères sur certains livres montent très très haut. J'ai eu plusieurs fois, moi ça me fendait le cœur honnêtement, surtout des premiers romans, des super romans. J'ai vu parfois des enchères monter très haut. Moi je disais, je me retire parce que je considère que ce roman, il est très bon, mais il ne va pas vendre tant. Et ça me désespère parce que certains agents vont à la course, à l'avance, plutôt qu'à un moment de dire stop. Il faut s'arrêter parce que ce livre ne rapportera pas ce qu'il a coûté. Et donc l'éditeur va considérer que c'est un bide, alors que ça n'en est pas un en soi si on regarde les ventes, et donc il ne voudra pas appuyer les tomes suivants, et ce primo-romancier, et voilà, il a sa carrière qui est foutue au départ. Ça me désespère. Donc c'est toujours ce regard-là. Il y a toujours, on en parlait, tu parlais du petit mot de l'éditeur. Moi, quand j'écris à un agent pour lui dire je voudrais vraiment publier tel livre, c'est comme quand j'écris un auteur, je lui dis d'abord pourquoi je le veux. Et c'est pas un chiffre de vente derrière, je lui dis pourquoi je l'aime.
Et ça m'est arrivé plein de fois, et j'adore quand ces agents ont ce regard-là, que des agents disent « Écoute, honnêtement, tu es en concurrence avec tel autre éditeur, mais moi, je crois que c'est toi. Donc, c'est toi que je vais pousser, ou alors, bon, allez, rajoute un tout petit peu, parce que je pense que c'est toi le bon éditeur pour tel livre. » Ben là, on ne peut qu'être content du rôle de l'agent. Alors, pour relancer après aussi les questions, parce que l'heure tourne, il est déjà 20h20, et donc on a normalement jusqu'à 20h30. Que si vous avez quand même des questions, mais je vais lancer la première question finalement. Non, je voudrais juste, plus comme une réflexion, lancer un petit peu une petite bouteille à la mer. Il me semble aussi que de toute façon, un agent et un auteur et un éditeur, mais l'agent et l'auteur, l'agent il se rémunère en fonction de la valeur des pourcentages, donc c'est tu disais tout à l'heure, c'est les auteurs qui me payent. Il me semble aussi du coup que l'agent, comment expliquer ça, il est dans une sphère qui est très liée. De mon point de vue, je peux peut-être que je me trompe et vous me direz ce que vous en pensez, mais à la production et donc à la surproduction actuelle. J'ai un chiffre en tête, j'ai pas celui de la jeunesse, mais je sais qu'en 2015, il y a 67 041 nouveautés qui sont sorties en France. Ça comprend des rééditions, des nouvelles éditions, mais enfin 67 000. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi dans cet emballement plus compliqué d'être agent, parce que du coup les avaloirs sont différents. Enfin, je veux dire, est-ce que l'émergence de l'agent, il ne va pas de pair avec une diminution de la production sur un schéma pérenne, souvent un schéma qu'on aimerait pérenne? Ça dépend des agents. Franchement, là, je ne peux pas parler d'ailleurs au nom de tous les agents. Encore une fois, je vous dis, nous, donc à l'agence, on aime le direct et l'indirect, on fait les deux, et je ne pense pas qu'on ait envie de ne plus le faire. Certaines agences ont privilégié la représentation indirecte, ils n'auront pas envie de, entre guillemets, s'emmerder avec les auteurs. D'autres, au contraire, adorent les relations avec les auteurs, et c'est très bien, et ils ne veulent pas, ou ils ne peuvent pas faire de l'indirect. D'autres agents aussi ne vont pas forcément représenter d'auteurs, mais vont représenter à l'étranger des éditeurs français. Parce qu'il faut savoir que les éditeurs français ne travaillent pas avec les agents que pour leur acheter des livres. Ils travaillent aussi beaucoup avec des agences pour que celles-ci vendent leurs livres à l'étranger. Donc si vous voulez, il y a toutes sortes d'agents. Moi, je peux parler qu'en mon nom et un peu en celui de l'agence. Donc ce que je peux dire, c'est que on peut pas. Moi, je peux pas travailler avec. Mais comme un éditeur, d'ailleurs, les journées ne font que 24 heures. J'ai une famille. Un chat, oui. Mais si je veux faire mon travail correctement, et si je ne le fais pas correctement, franchement, j'en change. Je ferai d'autres choses. Je ne peux pas multiplier les auteurs avec lesquels je travaille à l'infini. Je peux avoir des coups de cœur et autres, mais au quotidien, Samantha m'appelle 5 fois par jour. Hein. Ouais. Je crois que Samantha. Mais c'est vrai que... Après, voilà, là, je voudrais juste, moi, poser par exemple une question, parce que concrète en fait, parce que voilà, auteur lambda, j'ai une question concrète à poser à un agent et à un éditeur aussi, souvent sur tout ce qui est traduction. À l'étranger. Traduction de nos livres, de mes livres à l'étranger. Et souvent, alors vraiment, je me fais aussi porte-parole parce que j'en ai vraiment entendu des auteurs insatisfaits là-dessus. On est peu traduit, on n'est pas assez traduit, on n'est jamais traduit en anglais, mais même en italien ou en espagnol. Je finis juste ma question. Et en fait, je finis ma question. Ma question, c'est est-ce que si tu parlais de réseau international d'agents qui se connaissent entre eux un peu partout. Est-ce que si nous, auteurs, on déléguait justement les droits de traduction à des agents, on aurait plus de chances d'être traduits? Mais alors, c'est une question concrète. Non, que moi, si je vais voir un agent... Oui, mais je vais te répondre concrètement et je vais te demander d'affiner ta question parce que c'est-à-dire que tu travailles ton texte avec ton éditeur et tu dis à ton éditeur « je ne te cède pas les droits monde », encore faut-il qu'il soit d'accord, et tu vas les confier, tu vas prendre, comme tu disais, un agent auquel tu vas dire « voilà, je ne te prends que pour l'étranger, est-ce que tu es d'accord ?» Alors,
Peut-être, et moi il peut m'arriver, comme je dis, d'avoir des coups de cœur pour des trucs et de le faire pour l'étranger. Oui, c'est possible, mais il faut que l'éditeur soit d'accord, que tu le veuilles et que l'agent soit d'accord. Non, mais ça, je te dis vraiment dans le cas de je n'ai pas cédé, par exemple, mes droits audiovisuels et mes droits de traduction. C'est un exemple. Je n'ai pas cédé mes droits audiovisuels et mes droits de traduction. J'ai trouvé un éditeur qui est assez emballé par le projet pour accepter que je ne cède pas ça, parce que je me dis, j'ai plus de chance. Ça, c'est vraiment des questions. Je te les pose parce que c'est des questions récurrentes, notamment d'auteurs qui marchent bien. Ça ne marche pas exactement comme ça. D'accord, parce que ça marche pas exactement comme ça parce que ça dépend des projets, ça dépend des maisons. Encore une fois, l'agent, son souci, c'est que chacun des droits, et ils sont nombreux, chacun des droits qui appartiennent à l'auteur soit travaillé au mieux. Donc, moi, il m'arrive très souvent, nous à l'agence, on a un partenariat avec une agence artistique qui s'appelle Time Art, qui a été créée il y a à peu près un an, qui représente Guillaume Canet, Sophie Marceau, Patrick Bruel, tout ce que vous voulez. Moi, j'estime qu'ils sont au moins aussi bien outillés, voire mieux que la plupart des maisons d'édition, pour travailler les droits audiovisuels. Donc pourquoi ? Mais ça, la maison d'édition l'entend très bien. Parce qu'à la limite, bon, ok, elle n'aura pas sa commission de 50, mais encore, il vaut mieux, si vous voulez, que le film se fasse et qu'il y ait des répercussions sur les ventes de livres, plutôt que toucher de 50% d'un deal qui ne se fera jamais. Et ensuite, on peut toujours discuter. Donc, les droits audiovisuels, par défaut, nous, c'est Time Art qui les fait, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Les droits étrangers, j'allais dire, c'est du cas par cas. Si l'éditeur me dit, si c'est une grosse maison qui est outillée pour le faire parfaitement, bon, on négocie un contrat, ça ne sera pas du 50-50, ce sera autre chose, plus proche. Le tarif, entre guillemets, la commission de l'agent, elle est de 20 pour l'étranger. Bon, on se rapproche de ça, et puis on dit, bon, mais passé un certain temps, voilà, si au bout de 3 ans, le livre n'a pas trouvé preneur à l'étranger, vous n'avez pas bloqué les trucs éternellement, ça revient à l'auteur. On trouve toutes sortes d'arrangements. Je suis complètement d'accord avec David. Là encore, c'est une question de négociation. C'est plus courant pour les droits audiovisuels que pour les cessions de droits. Ça dépend de l'outillage de la maison. Nous, on est une grosse maison, donc on vend beaucoup de droits à l'étranger. Donc on est outillé pour. Pour les droits audiovisuels, il y a souvent plus de discussions, mais il y a aussi moyen tout simplement de demander dans les contrats. Mais ça, c'est si vous avez, si vous avez un accès au monde de l'audiovisuel, peut-être plus ouvert encore qu'une maison d'édition. Mais on peut aussi proposer la répartition des recettes, elle se fait de temps si c'est l'éditeur qui a négocié, et puis d'autres choses si c'est l'auteur qui a négocié. Tout ça, ça se discute. Il y a un petit cas particulier un peu en fiction quand même, c'est que, nous, on se pose régulièrement des questions. Moi, je m'en suis encore posé tout à l'heure avec notre responsable de droit. Autant, par exemple, Nathan vend énormément de tous les livres illustrés dans le monde. La fiction, alors évidemment, dans les pays anglo-saxons, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut lire des pages et des pages et et que la francophonie, c'est plus que c'était. Donc ça, c'est une vraie problématique à laquelle on répond de plein de façons différentes et sur lesquelles on est prêt à être un peu créatif, mais on en vend quand même beaucoup. Mais il y a des petites maisons qui n'auront pas les moyens. Donc oui, être traduit en anglais, je sais bien que c'est un fantasme pour tout le monde, je comprends. Américain, anglais, puis surtout ça ouvre plus facilement les portes du monde entier parce que tout le monde lit en anglais, en gros. Mais il n'y a pas que la France qui ne soit pas... Enfin, il n'y a pas que les auteurs français qui ne soient pas traduits en anglo-saxon. Paradoxalement, je crois même qu'ils le sont, alors peut-être un peu moins que les Suédois, mais ils le sont beaucoup plus que beaucoup d'autres. Mais ma question, elle posait vraiment sur, si tu veux, la possibilité. Des trucs que j'ai entendus en salon, c'est c'est vrai que j'en ai marre, je confierais bien à un agent mes droits audiovisuels et mes droits de traduction. Donc ça correspond. Oui, mais il n'est pas dit que l'agent les prenne. Je voulais savoir. C'est aussi. Non, mais c'est bien que vous répondiez à ça. C'est pas une question qui revient. Donc je la pose au nom des auteurs qui l'ont posée, quoi. Voilà. Mais je dirais, c'est un peu un miroir aux alouettes, parce que parfois on pense qu'on va mieux vendre ailleurs et ça se passe pas, parce que voilà, quand même les éditeurs ont une certaine expérience. Petit plaidoyer pour l'éditeur aussi. L'éditeur, il a travaillé sur un texte, il a fait un travail éditorial, il a fait un travail marketing, il a fait un travail commercial, et parfois malgré tout ce travail-là, l'avance est toujours pas couverte, et donc de pouvoir lui octroyer aussi tous ces autres droits. Un éditeur, il sait très bien qu'il se rémunère rarement sur l'exploitation d'un seul type de support pour un livre. Donc c'est aussi une façon pour lui de se rémunérer sur plusieurs... Donc à vous entendre, l'un comme l'autre, finalement, l'idée, si on prend un agent, mais je le dirai plus, je crois que je vais essayer de ne plus dire si on prend un agent, si on s'associe avec un agent, c'est plutôt finalement de lui laisser
la négociation entière de notre contrat. Ça semble plus logique que là, ça répond vraiment concrètement que de dire voilà, c'est tout, de saucissonner et de confier une partie de nos. Enfin, il faut faire, encore une fois, chaque auteur est un cas particulier et pour chacun des auteurs, chaque livre est un cas particulier. Donc il n'y a pas de réponse générale, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle, justement, parce qu'il est temps, c'est maintenant ou jamais. Pardon ? Que tout le monde connaît l'assassin. Sauf moi. Ah. Alors, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait d'assassin. J'ai juste une question. Quand j'ai compris que vous travaillez avec un auteur sur une durée longue, mais vous travaillez sur une production de l'auteur, par exemple sur un texte. Si l'auteur fait plusieurs choses comme Marie, des scénarios, des BD, des trucs, est-ce que vous travaillez sur une catégorie de production d'un auteur ? Excusez-moi, ça, je n'ai pas capté. Alors, je suis agent littéraire. Ouais. J'accompagne mon auteur sur les terrains pour lesquels je suis compétent. Donc, j'accompagne un auteur tant que c'est littéraire, bande dessinée, roman, essai, document, etc. Si c'est du scénario, par exemple, comme dans le cas de Samantha, je regarde, je suis là, on fait attention, si vous voulez, c'est un ensemble. Mais pour ce qui est du scénario, je ne suis pas capable de lire un contrat de scénariste. Je ne saurais pas. C'est un autre réseau. C'est un réseau très métier. différent. Agent artistique, c'est pas la même chose qu'agent littéraire. C'est pas les mêmes contacts, c'est pas les mêmes usages. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai répondu à votre question en fait déjà. Donc la réponse est non. Parce que pour moi, un scénario est un objet littéraire. Oui. Pour ça, donc, alors pour moi non. C'est plus un objet technique. C'est-à-dire qu'un scénario n'a pas nécessairement vocation. Je sais que ceux de Prévert l'ont été, ceux de Bergman aussi. Mais un scénario n'a pas nécessairement vocation à être publié en tant que tel, comme ça, dans un roman dès le début, si vous voulez, contrairement à un roman. C'est vraiment un outil technique. Pour moi, un scénario est plus un outil, c'est un état transitoire, si vous voulez. Donc, je peux lire un scénario, l'apprécier. Moi, j'ai travaillé 10 ans à la télé, comme auteur-réalisateur, donc ça, je peux le faire. Mais je sais que je ne suis pas aussi compétent que dans le domaine de l'ouvrage publié. Donc, la réponse est non. En ce qui me concerne, d'autres agents le feront peut-être. Marie vous le dirait, c'est vrai que les scénaristes, ça fonctionne complètement différemment, et les scénaristes sont tous des agents, justement. Oui, on peut pas. Enfin, je ne connais aucun scénariste qui n'a pas d'agent. Voilà. Si en animation, on n'a pas d'agent. Ah oui, mais l'animation, c'est très particulier, Agnès. Alors, les scénaristes, sauf en animation, ont tous des agents. Voilà. Oui ? Parce que ça ne rapporte pas assez, l'animation. Il faut quand même dire les vraies choses. C'est-à-dire qu'un scénario d'animation, souvent, ne rapporte pas à un agent. Parce qu'il y a cette dimension-là. C'est-à-dire qu'un agent, quand même, on n'a même pas dit. Mais il prend un pourcentage. Ça peut, généralement, c'est 10%. Alors, 10% de... Comment ? Ça dépend. Oui, bien sûr. Alors, la moyenne, en tout cas en audiovisuel, c'est 10%. 10% sur 100 000 euros et 10% sur 100 000, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Oui, je voulais revenir sur la question de traduction des auteurs français à l'étranger. Je pense qu'une des problématiques, et ça se posera autant pour les agents que pour les éditeurs, ça se pose déjà pour les éditeurs, c'est la méconnaissance des éditeurs d'autres pays. Et les éditeurs français, ils traduisent énormément de l'anglais, ils connaissent évidemment énormément d'éditeurs anglais, mais les éditeurs français ne traduisent presque pas de la littérature d'Amérique latine et d'Espagne. Je suis d'origine hispanique, j'ai 30 livres en espagnol, je n'ai que 10 en français, et pourtant je suis là. Et les livres que j'ai en français, c'est moi qui les ai démarchés. Jamais un éditeur espagnol a démarché un de mes éditeurs français, jamais un de mes éditeurs français a démarché un de mes éditeurs en espagnol ou en d'autres langues. Du fait de traduire d'autres pays en France, ça établit des contacts. Donc, un agent qui connaît les agents en Espagne, au Mexique, dans les grands pays, je ne demande pas à un éditeur français ou à un agent français d'avoir des contacts au Guatemala. Mais le Mexique, l'Argentine, l'Espagne, au moins les très grands pays. L'effet d'avoir des contacts de l'autre côté, ça établit des possibilités. Et ces mêmes éditeurs, ces mêmes agents vont présenter leurs meilleurs projets aux éditeurs et aux agents français. Malheureusement, et si on regarde combien de titres ont été en jeunesse, je ne parlais pas en adulte, ce qui est une bizarrerie, effectivement, en France, des auteurs cubains, pour parler de mon pays, pour adultes, je ne sais pas, il y a une centaine qui ont été traduits. Auteurs cubains pour la jeunesse, il n'y a que moi.
même, il y a un problème. Le marché jeunesse est très particulier. La France a un vivier d'auteurs en jeunesse qui est absolument faramineux. Moi, je représente pas mal de maisons jeunesse ou d'éditeurs jeunesse que je trouve absolument géniaux, et certains hispaniques et autres, anglais, des projets sublimes. Je vous assure, c'est un enfer à vendre. C'est super dur parce que y a des codes, des usages. Il faut voir aussi une chose, c'est que chaque marché a ses particularismes. On peut pas. On parle de marché mondial, mais c'est pas comme si le marché mondial aimait tout pareil. C'est pas vrai. Mais ça, je le sais parfaitement parce que je pas seulement des livres en espagnol et en français. Certains de mes livres ont été traduits jusqu'en 10 langues, donc je sais ce que c'est. Mais j'ai un éditeur qui vend des droits. C'est un autre problème. Tous les éditeurs veulent des droits pour l'étranger et après, ils n'en font rien. Oui, ça va dépendre de votre éditeur. Pas qu'ils ne veulent pas. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Pas seulement parce qu'ils ne veulent pas. C'est aussi qu'il faut voir la réalité. Un éditeur, aujourd'hui, il a dans son catalogue 300, 400 auteurs. Mais je suis d'accord avec vous. Et il a des centaines de livres. Oui, donc, quand il va marcher à Francfort ou à Bologne, il va avec tout son catalogue. Il fait un petit choix pour présenter. Mais c'est normal. Ce qu'il peut. Non, mais je dis que c'est pas normal. Je dis que c'est normal. Oui. Mais donc, tout à l'heure, on parlait de cas types. Il n'y a pas de cas types. Chaque livre est un type différent. Donc c'est complexe, mais tant qu'il y aura un peu de réciprocité, il n'y aura pas de vraies connaissances, non seulement de la meilleure littérature d'autres langues et d'autres pays, mais il n'y aura non plus des connaissances suffisantes des éditeurs et des agents de ces autres pays. Donc ça limitera la traduction des auteurs français à l'étranger. Mais c'est pour ça que même les éditeurs français ont intérêt à travailler avec des agents, parce que vous savez par exemple que la littérature espagnole doit énormément à Carmen Balcells, à l'agence Carmen Balcells. Enfin, ça a été faramineux. Alors, je ne dis pas que la littérature espagnole, à un moment donné, comme je le dis, c'est toujours le livre. Mais le livre, il a besoin aussi de porte-parole. Alors, c'est ça, si vous voulez, l'agent est un porte-parole, mais comme l'éditeur peut être un porte-parole, comme un libraire peut être un porte-parole, un critique, ce que vous voulez. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal d'ajouter sa voix à celle des autres pour faire valoir une œuvre. Mais celle des agents, elle est très importante. Et je pense que les éditeurs français qui, en craignant, si vous voulez, le rôle des agents, ils ont peur de perdre comme ça. Je voyais là, ils s'accaparent le truc. Je veux dire, un auteur, il appartient à personne. Samantha, elle appartient pas plus à son éditeur qu'à moi, et certainement pas plus à son éditeur. Et ce que les éditeurs français ne voient pas forcément, c'est que justement, plus ils travailleront avec les agents, et plus ils vendront à l'international, meilleur ce sera pour eux, et pour la culture française, francophone. Ça répond à ma question, en fait, cette fois-ci. Sur le fait que... La réponse, elle est toujours la même, ça va dépendre de l'éditeur. Et il y a un moment, il faut aussi... Enfin, ça marche dans les deux sens. Moi, le nombre de soumissions étrangères que je reçois de tous les pays du monde, évidemment beaucoup anglo-saxonnes, parce qu'il y a un moment, j'ai dit à certains éditeurs étrangers de réduire le réservoir, parce que je lis pas le finnois, quoi. Enfin bon, voilà, mais quoique on en publie, donc c'est pas vrai. Mais enfin, il faut aussi, tout n'a pas vocation à être publié partout tout le temps. Et moi, les choix drastiques que je fais sur certaines langues, certains pays, et au sein d'un même pays sur toute la production que je reçois, il se passe la même chose à l'étranger. Donc, ce que vous dites, ça va dépendre de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui auront des contacts, d'autres qui n'en auront pas. Voilà, c'est du cas par cas. Et là encore, ça se discute avec l'éditeur. Si l'auteur a des meilleurs contacts, tant mieux. Enfin, je veux dire. Non, mais là, c'est Nathan, si vous voulez. Bon, Nathan, c'est un cas particulier. C'est pas forcément représentatif de tous les éditeurs ou de la majorité des éditeurs en France. Effectivement, il n'est pas normal qu'un éditeur français. Moi, j'ai un cas il y a quelques années. On m'avait proposé un contrat pour un roman, et l'éditeur voulait évidemment les droits audiovisuels. J'ai dit mais quelle chance, c'est génial. J'ai hâte de rencontrer chez vous la personne qui s'occupe des droits audiovisuels. Et on m'a répondu mais il n'y en a pas. Je lui dis mais attendez, vous voulez les droits audiovisuels, mais ça veut dire quoi, que je vous les cède pour que vous attendiez un coup de fil? Moi je le fais très bien, hein. Je suis le pro d'attendre le coup de fil, hein. Bon, le contrat, j'aime autant vous dire, je ne l'ai pas signé, je ne veux pas de ce type de relation, et je ne comprends même pas qu'on me le propose. C'est-à-dire qu'à la place de l'éditeur, j'aurais honte de proposer un truc pareil. Si je ne suis pas outillé pour le faire, je veux dire, c'est pas les mêmes métiers, mais au moins je cherche quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire à ma place. C'est vrai que le fait que des éditeurs, si vous voulez, prennent par défaut en France tous les droits pour tous les territoires, pour toute la durée de la PLA, alors qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne pour les exploiter, oui, c'est un problème. Mais en même temps, il ne faut pas signer. Donc en France, dans le domaine de la jeunesse,
Il n'y a d'agents que pour le roman, pas pour l'album ou... Si, Il y a des illustrateurs. bien sûr. Enfin, agent d'illustrateur, c'est un peu autre chose. Mais oui, pourquoi il n'y en aurait pas? Enfin, vous savez, on trouve dans le champ des agents est à l'image du champ des éditeurs et de la production littéraire. Donc, Je n'ai pas compris comment vous vous rémunérez. Vous prenez un pourcentage sur les droits d'auteur, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire, de même que comment se rémunère un éditeur? On est titulaire Comment se rémunère un droits, éditeur? Oui, bien sûr. Alors, un éditeur se rémunère sur les ventes de l'ouvrage. Ça, je pense que c'est compris par tout le monde. Et la maison d'édition va payer ses salariés, ses éditeurs, avec les ventes de l'ouvrage. L'agent, c'est pareil, simplement du côté de l'auteur. C'est-à-dire que l'agent prélève une commission, alors 10%, 15%, 20%, généralement ça dépend du type de droit, du type de territoire, de pas mal de paramètres, des droits d'auteur de l'auteur. À aucun moment, un agent, enfin il peut toujours le faire, hein, mais je vous encourage à ne pas accepter, à aucun moment vous n'avez à payer un agent pour qu'il travaille pour vous. Alors je sais aussi, on n'a pas tellement parlé de ces trucs-là, moi c'est un sujet que je trouve fascinant, je sais que beaucoup d'auteurs se disent « Mon Dieu, mais alors déjà je suis si peu payé, si je dois en plus laisser 10, 15, 20% à mon agent, je suis foutu, je ne vais jamais pouvoir le... » Ouais, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Mais déjà, il y a un truc que je trouve génial avec l'agent. Hein. Là, je parle à la fois en tant que... Enfin, je parle en tant qu'auteur et agent, bon. Mais j'ai l'impression, vous savez, vous faites la vaisselle, vous mettez une goutte de produit vaisselle dans votre casserole sale et pouf, ça s'éclaircit un peu comme ça. C'est génial. Je disais qu'il n'y a pas de baguette magique, elle n'est pas totale, elle ne fait pas la vaisselle toute seule, la goutte truc, il faut un peu frotter. Mais un agent, à un moment donné, ne travaillera avec vous, et les éditeurs le savent, enfin, je crois, que si vous êtes professionnel et si vraiment il y a quelque chose. Mon outil principal de travail, c'est quoi? C'est la réputation de l'agence. Et c'est la mienne et celle de l'agence. Si je commence à envoyer... Alors, vous me direz, c'est subjectif. Moi, je vous répondrai non. Mais si je commence à envoyer aux éditeurs n'importe quoi, n'importe comment, et n'importe... Voilà, ça va pas marcher. Hein. Parce que les éditeurs, croyez-moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps d'ouvrir la moitié de leurs mails par jour. C'est impossible. Je fais extrêmement attention à ce que j'envoie, à qui, quand, quoi, comment je le présente, à l'état du manuscrit. Samantha peut vous en parler. Il y a un manuscrit, on a attendu, enfin, c'est pas tellement attendu, elle a travaillé, ça a pris 1 an. 1 an. Alors évidemment, après, il faut qu'elle me fasse confiance, c'est ma responsabilité. C'est-à-dire que si au bout d'1 an de travail, il n'y a pas de résultat, c'est un peu gênant, à tout point de vue. Mais parfois, ça demande du temps. Moi, je continue à me battre, quoi qu'il arrive. Mais les éditeurs savent que les auteurs que nous représentons à l'agence sont bons. Et a priori, bons pour eux. Donc si vous voulez, rien que ça, déjà, votre valeur marchande, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit, elle augmente. Ou elle augmente, ou plutôt elle se mesure à sa juste valeur, parce que beaucoup d'éditeurs, ou plutôt beaucoup d'auteurs, perdent de vue le fait qu'un livre est aussi un objet économique particulier. On est dans une économie à coût fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un premier tirage va juste rééquilibrer vos comptes. Mais ensuite, la marge de l'éditeur augmente énormément. Un livre, que vous le vendiez à 2000 exemplaires ou 20 000 ou 200 000, la couverture, généralement, vous ne la payez qu'une fois. La 4e de couverture, vous ne la payez qu'une fois. Les frais généraux suscités par la production du livre, la relecture, correction, etc., le travail de l'éditeur sur le livre, vous ne le payez qu'une fois. Ce que vous allez repayer, c'est l'impression, si vous voulez, le papier. Mais à un moment donné, quand vous avez remboursé la couverture, remboursé la 4e de couvre, remboursé la relecture-correction, tout ça, c'est du bénéfice. Donc, si vous voulez, il est normal aussi que la rémunération de l'auteur augmente en fonction des paliers. Ça, je sais que beaucoup d'auteurs, par exemple, ignorent totalement ça. Ils ne se rendent pas compte. Ils ont un 7%, je ne sais pas quoi. Enfin, je dis 7, mais bon. Non, mais... Je sais que ça varie énormément. Enfin, je dis 7 pour vous donner un chiffre. Hein. Mais ils devraient savoir que, enfin, ou demander, ou dire, c'est même pas ils devraient savoir, à la limite, leur éditeur devrait leur dire, bon ben voilà, jusqu'à 5000, on rééquilibre les comptes, et puis alors après, évidemment, voilà, tu toucheras plus parce que le livre, on aura fait tous ces trucs-là.
Mais la rémunération, généralement, ça vous paraît beaucoup, vous, les 10, 15 ou 20%. Croyez-moi, c'est beaucoup quand on gagne peu. Si vous gagnez peu, et si vous n'avez vocation qu'à gagner peu, ou si l'agent a le sentiment que voilà, ça ne marchera jamais, il ne vous représentera pas. Je suis désolé de vous le dire. Ou alors vraiment coup de cœur, etc. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers dans lesquels il faut énormément travailler, le jour, la nuit, les week-ends souvent, etc., pour espérer récupérer un peu. On est encore une fois dans du très 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 long terme, c'est-à-dire que vous savez très bien que la plupart des livres, les avaloirs sont payables, enfin, c'est pas toujours le cas, mais mettons souvent à signature, à publication, ou à signature, à parution, puis ensuite on récupère des droits d'auteur encore un. Mais imaginons, là, je signe un livre en 2016, donc on est payé en 2016, le livre paraît en 2017, on touche la deuxième partie, et puis ensuite s'il y a des royalties, on les aura en 2018. Et puis s'il y a des renouvellements, c'est 7 ans, 10 ans après. Enfin, vous imaginez, on considère que les 3 premières années du métier d'agent sont des années impossibles, en fait. On ne peut pas vivre de ça. Les 7 premières années sont difficiles. Comme le métier d'auteur. Oui, mais absolument. Mais c'est ça qui est beau. Comme l'éditeur aussi, à un moment quand il commence. Oui, c'est vrai. On est dans des métiers qui, de toute façon, sont très difficiles. Et je sais bien que ça n'est pas plus facile. Je pense que auteur, c'est... Marie, tu parlais de la solitude. Je vous ai dit que j'étais auteur. Je crois que la dernière chose que j'ai publiée, ça devait être il y a 2 ans et demi. Je vous le dis franchement, ce qui m'a poussé à revenir vers l'édition, j'adorais écrire, traduire, tout ça. Je ne supportais plus, j'ai très très mal vécu la solitude. C'est-à-dire le fait de... j'accompagne mes filles le matin à l'école, après je rentre chez moi, je suis seul face à mon ordinateur, et puis le soir, je vais chercher les filles. Je peux pas. Moi, j'aime bien travailler avec des gens. Il y a un chat quand même, ça va. Mais il ne le garde pas. Il y a une question encore. Oui, et puis après, j'ai deux petites questions, mais qui rebondissent un peu sur celle qu'on vient de poser. C'est la première, je pense qu'une particularité de la jeunesse, en particulier sur ce qui concerne les albums, et c'est le cas aussi en bande dessinée, c'est qu'on est souvent en binôme avec un illustrateur. Et qu'est-ce qui se passe quand l'illustrateur a aussi un agent ? Est-ce que l'intérêt de l'un est l'intérêt de l'autre ? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir... Alors ça, je peux vous répondre, parce qu'en l'occurrence, justement, moi j'ai signé, en tant que scénariste, et avec mon agent, l'agence pour laquelle je travaille d'ailleurs maintenant, un album, le dessinateur avait un agent, et moi j'avais un agent. On est représentés chacun par un agent différent. Il n'y a aucun problème. Et là, aujourd'hui, je représente moi-même des dessinateurs. Alors, après, au coup par coup, je peux représenter le scénariste ou non. Puis, on ne peut pas imposer. Encore une fois, on est dans des métiers dans lesquels on ne peut pas imposer. Donc, je ne peux pas imposer à quelqu'un de le représenter, de même qu'un auteur ne peut pas m'imposer sa représentation. Donc, tout est... Ça ne change rien, si vous voulez, parce que les contrats sont distincts. Vous savez, il y a le contrat du dessinateur et le contrat du scénariste. Oui, mais après, c'était tout ce que vous aviez dit par rapport au choix de la maison, de l'éditeur qui va vraiment porter tel auteur. Et c'est-à-dire que, est-ce que... On se met d'accord. Oui. Comme un illustrateur et un auteur qui se mettent d'accord pour être publié chez un éditeur. Voilà. En fait, on se parle beaucoup. Vraiment, j'ai envie de dire, moi je vous disais, mon principal outil c'est la réputation, la manière dont on bosse, une certaine, quand je dis réputation, oui c'est au sens positif, mais c'est aussi au sens de caractérisation. On travaille de cette manière-là, et les éditeurs le savent, on travaille comme ça, et s'ils veulent autre chose, ils vont voir ailleurs. Et il n'y a pas rien de négatif là-dedans. Hein. Et ensuite, si vous voulez... l'autre secret, j'ai envie de dire, se voir, se parler. Se voir, se parler, savoir ce que la maison fait, connaître les lignes éditoriales, là je parle pour l'agent, connaître les lignes éditoriales, connaître les agents, les sentir. Oui, il y a quelque chose d'un peu de l'éditeur quand je travaille avec Samantha, mais à la limite je me sens presque plus proche du libraire. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai des titres au catalogue que je dois vendre, si vous voulez, sauf qu'au lieu de pouvoir vendre un même livre à des centaines de personnes, je vais vendre à un moment donné le livre à une éditrice, à un éditeur qui va le vendre lui. Voilà. Et il faut que j'arrive à sentir, mais ça c'est génial, hein, on est encore dans l'histoire du mariage, c'est-à-dire que je sais, là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, tous les jours, devant mon ordinateur, j'ai tac, des livres qui arrivent. Exactement comme les éditeurs, des livres qui arrivent, qui me sont envoyés par mes contacts à l'étranger, les auteurs avec lesquels je travaille, tac. Je regarde ce qu'il y a, je prends connaissance du livre. Évidemment, je ne peux pas tout lire, mais je prends connaissance du livre, et parfois, j'ouvre un livre et je me dis lui ou elle, il va adorer ce truc. Il va franchement, mais c'est fait pour lui. Alors je lui envoie, et puis alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, etc. Parfois je me trompe, mais en tout cas, je le fais toujours avec l'idée de faire bien, en tout cas. Alors, oui. Juste une dernière petite question, c'est sur la partie plus financière.
on sent que c'est quand même un marché qui est très tendu, c'est-à-dire que même en tant qu'auteur, si on a des difficultés à négocier, on est quand même nombreux à essayer de le faire, et je pense qu'on se heurte assez rapidement à des difficultés. Et ma question, c'est du coup, c'est quoi la réelle marge là-dessus pour un agent, outre la connaissance juridique, technique, etc. Votre question... Et ma question aussi s'adresse à Marie, c'est est-ce que toi, tu as vraiment vu une amélioration sur les droits d'auteur, enfin, sur des points qui sont, outre le côté émotionnel et le côté pratique et la relation humaine, vraiment sur le côté financier, est-ce que ça a changé quelque chose ? Il faudrait vous connaître votre rémunération actuelle pour pouvoir vous répondre. Non, mais son expérience à elle, de avant-après, je ne sais pas si... Il n'y a pas d'avant-après. Moi, j'ai eu deux... Alors, je suis là parce que je connais le versant agent audiovisuel. Je n'ai pas d'agent littéraire à proprement parler, moi. J'ai mon agent audiovisuel qui, 2 fois, m'a filé un coup de main, d'accord, et a fait entrer dans la danse de la négociation un avocat, parce que j'en pouvais plus. À chaque fois, c'était ça. J'étais à bout de nerfs. Et elle m'a dit, et donc c'était, ok, je m'en charge. Voilà. Donc, ma route, je la fais seule. Moi, vraiment, l'expérience, la petite expérience que j'ai autour de l'objet littéraire, c'est vraiment un agent qui vient me soulager de l'usure dans laquelle je suis. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, c'est mon sentiment. Sur le reste, généralement, c'est moi qui négocie, mais je peux peut-être répondre d'une certaine manière, parce que ça m'est arrivé de négocier, même si c'est rare en jeunesse, ça m'est arrivé même très rarement de négocier des contrats auteurs. Eh ben, grande surprise, en fait, ce qu'on propose aux auteurs avec agent et aux auteurs sans agent, c'est pareil, parce que le potentiel du livre, il ne dépend pas de l'agent. Je veux dire, à partir du moment où on a choisi de l'éditer, c'est que... S'il vous plaît, juste, on va donner la parole à Samantha Bailly. David, laisse-moi parler. Petite différence. Oui, Samantha va parler, je ne m'exprimerai pas à sa place, elle me connaît. Mais juste une chose, nous faisons en sorte d'obtenir ce que nous estimons être à la hauteur du potentiel du livre, ce que les éditeurs ne feraient pas toujours. Oui, alors pour l'avant-après, moi je témoigne, du coup, parce que l'aventure agent, en fait, au moment où David est devenu agent, il m'a représenté aussitôt. Enfin, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi aussi, j'avais cette même usure que ce que Marie ressentait, et ça, on l'a évoqué dans la table ronde, mais il y a un moment donné, quand on décide d'en faire son métier, et je te rejoins, Eva, sur le fait que c'est pas un salaire, qu'on est vraiment dans une rémunération qui est très particulière. Néanmoins, en littérature jeunesse, je crois qu'il faut le dire, il y a un problème. 1 000 euros, 2 000 euros d'avaloir. Non, mais sur des auteurs qui ont vendu 100 000 exemplaires. Mais il y a un problème. Il y a vraiment... Non, mais enfin, je crois qu'il faut le dire. Il y a le problème pour les pourcentages aussi. Et pour les pourcentages. Voilà. Puisque, en effet, comme vous l'avez expliqué, au bout d'un moment, quand la marge, quand le livre est rentabilisé, voilà, on peut rentrer dans ses frais. Donc, à un moment donné, on commence à négocier, et le rapport auteur-éditeur, dans ce binôme sacré qu'on a décrit, et je pense qu'Eva représente l'éditrice idéale. Enfin, voilà, non, mais vraiment, enfin, tu as cette intelligence-là que n'ont pas tous les éditeurs. Il faut le dire, de se dire, à un moment donné, voilà, l'auteur, il n'est pas une chose qu'on possède. Et moi, je l'ai beaucoup ressenti dans mon parcours, que tu appartiens à une maison, que tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs, qu'on te propose tant, mais que tu n'auras pas plus. Et bizarrement, un agent arrive, et moi, maintenant, je suis soulagée, je vis bien de ma plume, aussi bien sûr peut-être parce qu'il y a un potentiel commercial qu'on peut jauger à ce niveau-là, mais c'est un soulagement. Et c'est pas qu'un soulagement émotionnel, c'est vraiment quelqu'un peut-être d'extérieur, de neutre, qui remet les choses à leur place en disant « Non mais attends, là, il y a quand même un souci que les auteurs français soient si peu payés ». Et je rajoute quand même, puisqu'elle demandait concrètement est-ce qu'il y a un avant et un après au niveau financier. Dans ce que tu as vécu, il y a un avant et un après. Il a négocié des choses pour toi que nous ne négocions que très très difficilement, voire jamais sans agent. Après, ce qui est vrai, c'est que du coup, au contact de l'agent, j'ai aussi appris à négocier ce que je ne savais absolument pas faire. Donc il y a aussi une responsabilité de l'auteur qui, même s'il se renseigne, a peur. Mais parfois, sa peur est justifiée. C'est-à-dire que quand moi, je vois comment ça s'est passé avec certains éditeurs, je comprends que j'avais peur, en fait. Parce qu'il y a aussi un jeu psychologique qui est très très puissant. Et c'est pour ça que je trouve qu'un agent, c'est pas la solution pour tout le monde, vraiment, moi je suis pas une pro-agent 100%, mais cette prise de conscience de l'auteur sur ses droits, sur le fait qu'à un moment donné, il a besoin de se renseigner un maximum sur ce métier-là, cette connaissance, comme tu disais,
et cet intervenant extérieur qui peut supporter ce rapport de force qui n'est franchement pas très agréable quand on a passé 2 à 3 ans à travailler sur un livre. Donc l'avant-après, pour moi, il est net. Je vais donner un ordre de grandeur, mais mes revenus qui étaient extrêmement bas ont à peu près quadruplé pour donner une idée. Mais ils étaient vraiment très 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 bas, donc voilà. En même temps, tu étais débutante. Et j'étais débutante. Et en même temps, donc forcément, avec moins de... Bien sûr. Qui dit débutante dit vendre moins de livres. Oui, mais les avaloirs de Samantha sont des avaloirs qui, concrètement, on peut le dire, en jeunesse, sont dans la fourchette extrêmement haute et extrêmement rare depuis que David est entré même quand on ne débute pas. Même quand on ne débute pas. Et en effet, je suis débutante, mais Eva, j'ai publié... Tu l'étais, non, oui, mais justement. Mais même avec mon 10e livre, j'avais toujours les mêmes conditions. Étant toujours une débutante au 10e livre. Ouais, bah ça, effectivement, c'est des questions de négociation avec l'éditeur. Exactement. Mais c'est une prise de conscience. Et là, l'agent aide. Là, tu peux te dire que voilà, il y a du concret. Voilà pour répondre à cette question. Parce qu'on prend du recul. Oui, alors c'est ça que je voulais dire aussi, parce qu'en fait, qui dit négociation dit aussi jusqu'où je vais. Et l'agent, il a le recul, en fait. Ce qui est compliqué dans une négociation, ce qui fait peur et ce qui est usant, c'est jusqu'où je vais. Est-ce que si ça ne me convient pas, je ne vais pas signer? En fait, c'est ça la réalité. Je pense que ce qui change, c'est ce facteur-là qui, en fait, est primordial. Est-ce que je peux dire à un éditeur que vraiment... Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec des très grands éditeurs. Très récemment, il y a quelques mois, ça m'est arrivé. Je rêvais d'être publiée chez lui. Et quand j'ai lu le contrat, je me suis dit, je crois quelle blague, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous raconter ma vie. J'ai mon mari qui m'a dit, attends, mais cet éditeur, tu peux pas dire non. Et je lui ai dit, bien si, je vais dire non. Et j'ai dit non, et vous savez ce qui s'est passé? On m'a offert plus. Un truc de dingue quand même, hein. Voilà, mais c'est usant, c'est fatigant. Et l'agent, il plane un peu au-dessus de la mêlée, il faut quand même le dire, quoi. Et il a du coup le calme, il y a quelque chose de rassurant. On a un recul que les auteurs n'ont pas. Encore une fois, un auteur, souvent, c'est vous faites 1, 2, 3 livres par an. Un éditeur va publier, alors le Robert Laffont, pour ne pas parler de Nathan, je crois que c'est 260 livres par an. Donc vous, votre livre de l'année, c'est le 260e, alors sauf si vous êtes Marc Lévy, mais c'est le 260e de ce que la maison va publier dans l'année. Moi, je vous ai dit l'an dernier, chez Zana Jarota, j'ai mené 71 négociations. Donc le recul, je l'ai. Et j'ai été éditeur, c'est-à-dire je sais ce que c'est qu'un compte d'exploitation, je sais combien coûte une traduction quand il s'agit d'un ouvrage à traduire, je sais combien coûte le papier pour un livre, je sais combien coûte un relecteur-correcteur, un traducteur, ça, etc. je précise que tous les agents ne le font pas, parce que j'ai eu des comptes d'apothicaires, donc ça, c'est extrêmement précieux. Mais tous les agents ne le savent pas. Et pareil, je sais à peu près... Alors, évidemment, parfois on se trompe, mais je sais à peu près estimer, si vous voulez, le potentiel de vente ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais le potentiel de vente d'un livre à un moment donné par un éditeur donné. Je le sais. Alors après, voilà, on espère tous évidemment plus, mais je sais, voilà, grosso modo, tant de ventes à marché égal, évidemment, sauf si c'est le 11 septembre où le pape meurt, là on n'a pas de bol. Mais à marché égal, tel éditeur, tel type d'ouvrage, il va vendre à peu près tant. Donc, si vous voulez, le premier tirage, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais va me donner des informations sur, en gros, le palier maximal que l'éditeur peut m'offrir, quand lui, en gros, il va retenir, en gros, sa provision sur retour pour m'offrir un peu dans le bas de la fourchette, moi je vais être un peu dans le haut. Mais pourquoi les négociations se passent finalement pas si mal que ça, c'est qu'on arrive à ce prix juste, parce qu'encore une fois, Marie a raison de dire non, et de même, souvent, parfois, des éditeurs ont aussi raison de dire non. À aucun moment, les négociations, pourquoi c'est pas désagréable? Parce que on discute, tout ça, voilà, c'est sympa, puis c'est toujours autour d'un livre qu'on aime, il faut jamais oublier ce truc-là. Mais personne n'est contraint. L'éditeur n'est pas obligé de signer. Si l'éditeur, à un moment donné, il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, qui est super importante, c'est le plaisir. C'est-à-dire que si l'éditeur se sent piégé, c'est vous qui perdez. Hein. Je veux dire, c'est vous agent, c'est vous auteur. Il faut faire très attention à ça. Encore une fois, l'avaloir est important, c'est vrai, les royalties aussi. Mais c'est, quand on parlait d'idéal, enfin, là, effectivement, on est dans la situation idéale, c'est-à-dire que à partir du moment où on a face à nous, c'est pour ça que moi, à un moment, je dis auteur ou agent, il y a un moment... évidemment, je préfère avoir un seul interlocuteur comme ça au quotidien, mais parce que pour l'instant, quand j'en ai plusieurs en France, enfin, c'est très très rare. Donc, voilà, la rareté nous met dans des situations parfois un peu étranges. Mais sinon, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui comprend ce qu'on fait, ce que je trouve risqué, moi, c'est l'auteur qui va choisir un agent parce qu'il veut surtout plus
pas entendre parler jamais d'argent, et du coup qui comprend pas dans quel environnement il évolue, et du coup qui voit pas qui va toujours, au final, il se sentira arnaqué qu'il est un agent ou qu'il en est pas, parce qu'il comprendra pas pourquoi son livre n'est pas le plus vendu au monde. Et ça, un bon agent, il va lui expliquer. Donc, non, mais il lui expliquera pas parce qu'il l'aura pas, parce que s'il prend un agent, cet auteur aura le sentiment que son agent l'arnaque. Si l'agent est si l'agent est un agent, même pas idéal, juste un bon agent, mais tout ça va être expliqué. Et donc, effectivement, je pense que si tu as réussi à avoir... s'il y a une progression dans les avances des auteurs qui ont des agents, c'est juste parce que les agents ont eu des conversations d'égal à égal. Voilà, c'est pas qu'il a plus forcé la main à l'éditeur, c'est juste que voilà, la situation a été évaluée de façon correcte. Juste et sur un territoire que l'agent connaît, c'est-à-dire que l'auteur ne connaît pas l'arrière-cuisine. En fait, c'est ça le problème. Une chose quand même, c'est que quand vous entendez Eva qui est éditrice, vous verrez donc que plus vous négocierez vos contrats, plus vous serez respecté par vos éditeurs. Donc ça je m'inscris complètement faux. Non mais ça c'est faux parce que non mais c'est faux. Si c'est faux. Je suis désolée, j'accorde pas mon respect en fonction de la capacité de négociation d'un auteur. Tu es quand même dans ce que tu viens de dire. Dans ce que tu viens de dire, voilà, tu as un respect de l'auteur qui s'interroge, de l'auteur qui refuse des choses. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de négocier, quoi. Mais il ne faut pas avoir surtout peur de poser des questions. C'est-à-dire que nous, nos contrats, je peux comprendre qu'ils puissent paraître un peu effrayants au début, mais moi, avant tout, moi aussi, je l'ai lu. Moi, je ne suis pas juriste. Hein. J'ai fait un petit peu de droit dans mes études parfois, mais je ne suis pas juriste. Quand il y a vraiment des questions que je me pose, je vais demander à mon juriste qui m'explique les choses très concrètement. Derrière le droit, il y a quand même des choses très, très concrètes. Donc, on se pose des questions, on discute et... Moi-même, quand on me pose une question et que je me retrouve dans une situation où je me dis ouais, là, il y a un truc quand même hyper obscur dans le contrat, parce que j'appartiens à une très grande maison qui appartient à un groupe et que parfois on nous impose aussi. Il y a parfois des choses, des formulations qui sont obligées d'être vagues parce qu'elles doivent correspondre à. Je veux dire, on a des contrats à la base qui correspondent aussi à des situations de livres scolaires. Donc il y a des clauses juste, ça ne correspond pas. On les enlève, on s'adapte. Mais sinon, derrière, ce sont des réalités concrètes. Donc après, on discute. Moi, quand même, dans la très grande majorité des cas, quand on discute, j'explique à l'auteur pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et il comprend. Et je ne cherche pas à l'arnaquer. Parce qu'il y a un moment, si je l'arnaque, on va forcément y perdre, quoi. Donc, moi, le respect, il ne va pas être... Alors, celui qui discute le bout de gras pour discuter le bout de gras, si je considère qu'à un moment, ce qui lui a été proposé est à la juste mesure... passer un certain temps, évidemment, il faut des droits proportionnels. Enfin, c'est normal que les auteurs soient intéressés au succès d'un livre comme l'éditeur. Mais il y a un moment, si je considère que ce qu'on propose est justifié, s'il veut plus, j'ai envie de lui dire, mais si tu penses vraiment que ton livre fera beaucoup plus, ce que nous, on ne croit pas, tu vas toucher ton argent. Juste, tu vas le toucher une fois qu'on l'aura touché aussi. C'est-à-dire une fois qu'on l'aura vendu, le bouquin. Enfin, il y a quand même une certaine justice à un moment. Voilà, c'est un certain équilibre. David. Excusez-moi, je voudrais juste poser une dernière question parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'histoire du mandat. Et j'ai vu qu'en fait, il y a certains agents qui n'en signent pas, il y en a qui demandent où on en signe, il y en a qui demandent 6 mois entre le moment où on veut arrêter de travailler avec et au moment où on peut partir, il y en a qui demandent 1 mois, il y en a qui demandent rien. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est acceptable, etc. Je ne peux pas parler pour les autres agences, je peux vous dire ce qu'on fait nous. On travaille avec un contrat de représentation. C'est-à-dire que, encore une fois, un agent ne va rien... Moi, je dis souvent, on travaille du présent vers le futur. Hein. Alors, avec le passé. Mais on ne peut pas intervenir sur les droits que vous avez déjà cédés. La SGDL est bien outillée, d'ailleurs, pour ça. On peut faire des conciliations amicales, voilà, mais pas plus que ça. Donc, il y a un contrat de représentation par lequel vous autorisez un agent à vous représenter. Et encore une fois, on définit un périmètre de droit, donc c'est l'ensemble des droits, ou que le livre, ou même parfois un livre, et puis ensuite on signera pour un autre livre. Enfin, tout est possible. Les agents, je pense, ont une souplesse que les éditeurs n'ont pas forcément, parce qu'on sait très bien, et je vais vous répondre un truc très simple, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est une parole, mais dans la pratique, si ça se passe mal, que ce soit avec vous, moi avec vous, ou vous avec moi, dans la pratique, chez nous en tout cas, on arrête tout de suite. On déchire le contrat. Fini. Donc,
Il est 9h. Il est 9h. Bon, voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions et que, effectivement, je pense que c'est important, en tout cas aujourd'hui, de parler d'agents littéraires. Et j'ai tendance à penser, personnellement, à l'issue de cette conférence, que ça semble une pratique qui serait bonne à développer. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le marché de l'édition jeunesse française dans les années à venir. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir.